Je me suis retrouvé avec 25 personnes, j'ai 200K sur mon compte, j'ai 3 mois de trésor devant moi et je dois faire un pivot. À ce moment-là, chaque euro a un prénom, quoi. L'anomalie finalement de l'entrepreneur, il a sa zone de génie et du jour au lendemain où il devient entrepreneur, il devient recruteur, manager, comptable, vendeur, qui fait que ça le sort de sa zone de génie. Tu atteins un plafond de verre parce que c'est dilué avec toutes ces autres tâches que tu dois faire. Ça reste une conséquence, il faut prendre la décision de l'éclater, de le dépasser ou de stagner juste en dessous. C'est principalement la prise de hauteur de combien de temps tu passes réellement sur la valeur de ta boîte ou de ton business. Il y a beaucoup de boîtes qui parfois se plantent à cause d'un problème de cash alors qu'elles sont saines à la base, mais elles n'ont pas ces indicateurs clés de performance qui sont élémentaires. Tu vas peut-être prendre plein de cash tout de suite, mais avec plein de coûts après. Et donc en fait, tu finances ton quotidien avec l'argent du futur. Et nous, on va les aider à définir leur stratégie pour être sûr que s'ils respectent cette partition, s'ils la mesurent, ils arriveront à leurs résultats. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, encore une fois, bien accompagné, je suis avec Fabrice Gégère. Comment tu vas? Super bien, merci Alec. Magnifique, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Également. On a déjà fait un épisode ensemble du Déclic où on était en équipe. Avec toute l'équipe, ouais. Exactement. Je vais rapidement te présenter. Tu es le CEO de Entrepreneurs.com. Avant ça, tu es un entrepreneur expérimenté, passé des grandes corporations aux startups avec une expérience dans le business physique et le SaaS également. Ancien cadre chez General Electric, qui à l'époque était la plus grande capitalisation boursière, l'équivalent donc de Google ou Apple aujourd'hui. Tu passes 14 ans à New York, où tu feras partie de la direction digitale chez NBC Universal. Tu es également ancien associé d'Adways, une plateforme vidéo interactive vendue en 2022. En parallèle, tu as aussi lancé avec ta femme une pâtisserie traiteur à New York. Ouais. Puis en 2020, tu crées JobStory, une application dédiée au recrutement vidéo. Et en 2024, tu nous rejoins en tant que CEO chez Entrepreneurs.com. Exactement. Un sacré parcours dont on va parler aujourd'hui, entre autres. On l'a dit, tu es le nouveau CEO d'Entrepreneurs.com. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ton rôle chez nous? Tout d'abord, c'est un duo, je dirais. C'est un duo avec toi, en tant que toi fondateur, et puis justement, cette entreprise qui est vraiment en train de vivre une hyper-croissance. Et tout l'intérêt du poste de CEO, c'est justement de finalement te décharger toi en tant que fondateur pour que tu puisses rester sur ta zone de génie et qu'on puisse définir ensemble, je dirais, la vision qu'on veut avoir. Et moi, du coup, je vais m'occuper de toute la stratégie pour atteindre cette vision et l'orchestration avec les équipes pour exécuter cette stratégie. Donc, c'est réellement, en fait, comment mettre en ordre toute cette stratégie pour atteindre notre vision commune, de devenir la première entreprise qui peut accompagner les entrepreneurs dans leur mission au quotidien. Et justement, qu'est-ce qui t'anime dans cette mission au quotidien? Ouais. Ce qui m'anime vraiment aujourd'hui, c'est... on était encore à une immersion il y a quelques jours, ou même à Dubaï il y a 2 semaines. C'est juste de découvrir systématiquement les entrepreneurs. On a fait des immersions là, il y a quelques jours avec une 50aine d'entrepreneurs. On a de tout secteur, tout métier, tout type de personnalité. Et c'est vraiment en fait ça qui est une richesse humaine incroyable. Et surtout de découvrir aussi de temps en temps des business dont on n'a absolument jamais entendu parler. Et de comprendre en fait les clés potentiellement de succès ou de déblocage qu'on peut leur apporter. Parce que finalement, chacun est un petit peu complètement isolé dans son monde. Et donc, c'est vraiment comment réussir à les extraire de leur quotidien, parce qu'ils ont vraiment, comme on dit, la tête dans le guidon. Donc, d'aller vraiment comprendre ça, comprendre où est-ce qu'on peut les aider à débloquer pour que eux, à leur tour, puissent scaler, avoir cette hyper-croissance comme on est en train de la vivre chez Entrepreneurs.com. Complètement. L'entrepreneuriat, c'est une aventure assez folle que tu as vécue à plusieurs reprises. À quel moment tu as eu le déclic de passer de cette carrière que tu avais à entreprendre et voler de tes propres ailes? Ouais. Assez tôt, même si d'une certaine manière, au début, je l'ai fait, je dirais, un petit peu en parallèle aussi de ce que je faisais. Mais c'est vraiment quand je suis rentré 2008 dans le groupe NBC Universal pour faire toute la transformation justement d'un business traditionnel qui était télé, cinéma, DVD, au monde digital. Et donc en fait, j'ai commencé à voir vraiment tout ce qui se passait dans le monde digital. C'est vraiment le tout début. On parle à peine de YouTube, de Facebook, etc. Alors qu'aujourd'hui, forcément, c'est les Meta ou YouTube, Google sont les numéros 1. Mais je veux dire, à l'époque, personne ne les connaît.
Et ça a été vraiment de voir en fait toute cette technologie, comment ça a vraiment permis d'accélérer, permis de donner vraiment de l'efficience dans tout ce qui était fait. Donc là, ça a commencé un petit peu à me titiller. Et en fait, le déclic, c'est que moi, j'étais chez NBC Universal, groupe avec, je ne sais même plus combien c'est, mais je crois que c'est 30 000 personnes. Enfin, c'est vraiment un mastodon. Et en fait, toutes ces idées qu'on avait, tout ce qu'on voulait mettre en place, notamment sur la partie digitale, étaient d'une certaine manière un petit peu freinées par justement l'exécutif qui était toujours sur son ancien modèle et qui ne voyait pas forcément ce virage en termes notamment de revenus. Donc, je peux complètement comprendre, mais en gros, c'était quand je fais 90% de marge sur un DVD, pourquoi je vais aller mettre mon contenu gratuit sur Internet? Bon, aujourd'hui, les DVD, il n'y en a plus et tout est sur Internet. Mais ça, je l'ai compris entre guillemets assez vite. Et la frustration, c'était de se dire, OK, on a une vision, on a un produit, on peut le faire. Maintenant, si je dois aller à 5 étages pour le faire valider, pour qu'on me dise non, pour que, et l'anecdote réelle de 2009, je dirais, ce que je voulais faire, c'était une application avec tout le contenu d'NBC Universal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'NBC, c'est à peu près 25 chaînes de télé, donc avec des émissions, des shows télé, etc. Pardon. Et plus tous les films de Universal. Et je leur ai dit, mais plutôt qu'on fasse de la segmentation avec chaque chaîne et son petit site internet, etc., faisons une app avec tout le contenu dedans et on peut essayer de le commercialiser. Et donc, à l'époque, on avait appelé ça la NBC VIP App, je crois, qu'on a développé en interne. Et la vision, c'était vraiment de se dire, il y a un Netflix qui est en train d'émerger, sachant que Netflix n'était pas encore 100% digital, c'était encore un provider de DVD. Et donc, on a construit l'app, mais ils n'ont pas voulu la déployer au public. Donc, elle était justement disponible uniquement en interne, à peu près 200 personnes. Et je crois qu'ils ont lancé l'app donc sous un autre nom qui s'appelle la Peacock App, je crois, c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais pratiquement 10 ans après, je crois qu'ils l'ont lancé en 2021. Et donc, en fait, entre le moment où tu as l'idée, tu as les équipes, tu peux faire le produit, tu es prêt à le lancer, tu es prêt à être vraiment innovant sur le marché, tu as toute cette hiérarchie et cette corporation qui freine le projet et qui va le lancer peut-être 10 ans après. Moi, attendre ces 10 ans-là, je ne pouvais pas. Et donc, c'est là où, avec des gens justement dans l'équipe, des développeurs ou des gars en stratégie, etc., on a commencé à faire une première start-up qui était justement sur du transfert vidéo en digital qu'on a commencé en 2010. En parallèle, bien sûr, de ce que je faisais au quotidien. Donc, cette frustration, en fait, de cette complexité hiérarchique. Complètement. Où tu n'es pas agile, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas agir. Ouais, et puis c'est quand t'as pas en fait quand il n'y a pas les bonnes raisons. Ouais. Parce qu'encore une fois, leur bonne raison, c'était potentiellement de dire, on fait énormément de chiffres et énormément de marge sur l'ancien modèle, donc effectivement, on va épuiser ce modèle jusqu'à ce qu'après on va lancer l'autre. Mais du coup, quand tu as cette fibre un petit peu entrepreneuriale, tu es souvent trop en avance peut-être. Et donc, du coup, tu as envie de lancer, tu as envie d'aller plus vite. Et c'est vraiment ça, en fait, qui m'animait finalement. Tu parles justement d'être animé. Tout ton parcours entre les corporations, cadre dans des grands groupes, comme tu l'as évoqué, lancer des startups dans le business physique, mais aussi dans le SaaS. C'est quoi le point commun de tout ça, finalement? C'est qu'il n'y en a pas. Non, le point commun, en fait, c'est la complémentarité, je dirais, dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'en fait, les grands groupes, ça t'apporte toute la partie structure, le côté process. Comme je le dis souvent, en fait, il y a tellement de process, mais finalement, tu ne les vois pas dans ces grands groupes. Donc, tu t'en imbibes, finalement, c'est quelque chose que tu absorbes. Mais tout ce côté, effectivement, process, cadre, et aussi, d'une certaine manière, exigence. C'est-à-dire que c'est des groupes, quand même, qui ont une forte exigence, qui ont des fortes règles, un fort cadre. Derrière, effectivement, toute la partie, je dirais, plateforme SaaS, digital, etc., c'est plus justement ce qui m'a fait un petit peu sortir de ça. C'est toute l'efficience que ça apporte. Aujourd'hui, on le voit, et même si je compare à il y a 10-15 ans, tout le côté productivité, efficience, rapidité, le fait de pouvoir pratiquement monter un business tout seul de chez soi et limite gratuitement avec tous les outils qui existent, aujourd'hui, c'est possible. Donc, c'est vraiment après ce côté, OK, comment je peux, d'une simple idée,
parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas grand-chose. Souvent, les gens sont bloqués en disant dans l'entrepreneuriat, moi, j'ai pas encore l'idée, ou je cherche une idée, etc. L'idée, c'est rien. C'est l'exécution qui compte. Enfin, je veux dire, avoir une idée, on va en reparler après, mais je veux monter une pâtisserie, il n'y a rien d'innovant là-dedans. Par contre, l'exécution de le faire, là, c'est un vrai boulot. Donc, c'est vraiment, entre guillemets, sur cette partie, je dirais, la partie SaaS, c'était vraiment ce côté facilité et de pouvoir faire moi-même. Donc, c'est pouvoir faire moi-même, mais tout en ayant ce cadre, ces process, cette exigence des grands groupes. Et après, le côté, on l'a fait qu'une fois avec la pâtisserie, on va en reparler, mais le côté business retail, entre guillemets, ça, pour moi, c'est le concret. Et en fait, cette notion de concret, c'est quelque chose qui est important pour moi. Principalement parce que même dans le digital, si le business n'a pas de sens, ou si je ne comprends pas encore vraiment le pourquoi en fait, du business, et que ça ne me paraît pas concret, j'ai du mal à y adhérer. Donc typiquement, un Netflix, ça, je peux complètement adhérer parce que je comprends exactement le business model. Il y a d'autres formes de business sur lesquelles je ne vais pas adhérer parce que je n'ai pas ce côté concret. Tu as commencé donc chez General Electric, qui est l'équivalent aujourd'hui de Google ou Apple, parce que c'était la plus grosse capitalisation boursière à l'époque. En tant que cadre, tu retiens quoi de ces années-là, dans cette énorme corporation, tous ces process que tu évoquais, et j'imagine que c'est une belle école. Ouais, en fait, je suis rentré à la base dans ce qu'ils appellent, je crois que ça existe toujours, le FMP, c'était Financial Management Programme. Donc c'était vraiment juste après école de commerce, ce qu'ils appellent le entry level, donc c'est vraiment leur programme, en fait, leur école un petit peu interne, où pendant 2 ans, c'est 4 missions de 6 mois, avec aussi des formations très financières, où on bouge de business en business et on a différentes missions pendant 6 mois. Et après, pour intégrer ce qu'ils appellent le Corporate Audit Staff, qui est un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'inspection générale dans le milieu bancaire. Donc, c'est un peu l'audit de l'audit. Et donc là, c'est 2 ans avec des missions de 4 mois à travers tout le monde entier. Donc, on vit avec sa valise. Donc, vraiment, pendant 4 ans, en gros, j'étais avec ma valise, aéroport, hôtel. C'était un petit peu mon cadre de vie pendant 4 ans. Et donc là, c'était un peu l'armée, en fait. Moi, je n'ai pas du tout fait l'armée. Je suis dans l'année qui est passée vraiment entre les gouttes en France au niveau de l'armée. Mais ça a été pour moi un petit peu l'armée. C'est-à-dire qu'on était forcément avec une forme de hiérarchie, parce qu'on commence associate, après il y a manager, senior audit manager, etc. Donc il y a vraiment cette hiérarchie. Il y a le côté vivre ensemble, parce que soit on est tous dans le même hôtel, on partage les mêmes voitures, on est dans la même conference room, etc. Et avec des gens de tout horizon, ce qui est à mon avis quelque chose qui est un petit peu unique pour les gens qui ont fait l'armée ou dans les pays où il y a encore l'armée, c'est qu'en fait, pendant une année, là c'était 4 ans, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de différence, que ça soit en fonction du background social, etc. C'est tout le monde au même niveau. Donc nous, forcément, on était tous au même niveau, entre guillemets, mais avec un bagage scolaire, mais c'était des gens du monde entier. Donc juste pour donner un exemple, mon premier audit qu'on m'a demandé de faire, donc, qui était upstate New York, donc à peu près 3-4 heures de New York City. Et donc il y a vraiment New York, et puis il y a tout ce qu'il y a en dehors de New York, où je me retrouve chez GE Silicon. Donc, ils avaient une industrie qui faisait du silicone. Et j'ai un manager chinois, mon +2 est indien de mémoire. Et dans l'équipe, j'ai un Australien, une Portugaise, une Espagnole et 2 Américains. On ne vit pas pareil. Mais vraiment, la première semaine, on a juste envie de tuer tout le monde. On n'a pas du tout la même culture, on n'a pas les mêmes habitudes. Et puis petit à petit, on se rend compte que ce qui m'apparaît normal n'est pas normal pour eux. Donc du coup, ce qui m'énerve chez eux, inversement, je vais peut-être faire des choses qui les énervent. Et donc finalement, assez rapidement, on se met tous ensemble avec un objectif commun, qui est un petit peu comme dans le sport finalement. Dans le sport, on se rend compte que dans une équipe de 11 joueurs de foot, y a peut-être des affinités qui ne vont pas matcher en dehors, mais par contre, quand on est sur le terrain, on a le même objectif. Et c'est vraiment ça, au-delà de tout le côté financier, audit, aller dans le détail, aller creuser un sujet, jamais, comme on dit, prendre un nom pour une réponse et vraiment aller dans le détail, mais surtout tout ce côté humain, de dire, OK, on est tous différents, on a des choses qui ne vont pas entre nous peut-être, etc., mais on a un objectif, donc on va y aller ensemble et on va vraiment donner le meilleur. Qu'est-ce qui fait que tu es allé à New York directement pour démarrer ta carrière ?
C'est un concours de circonstances. En gros, moi, je commençais déjà à voyager du coup dans ce programme chez General Electric, et c'est ma femme en fait qui a eu une opportunité de faire un stage à New York et qui était donc en salle de marché à New York. Et pour la petite histoire, c'est vraiment, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en salle de marché, sachant qu'elle avait une double formation avocate et école de commerce. Et je lui ai dit, mais on te propose le même job à la Défense, est-ce que tu le fais? Ah ben non, certainement pas. Mais bon, New York, c'est cool. C'est une copine qui lui avait donné le tips, etc. Et donc, elle m'a dit, écoute, comme toi, de toute façon, tu voyages partout, bah, en gros, le week-end, au lieu de rentrer à Paris, bah, rentre à New York. Comme ça, on se voit à New York. Et donc, c'est comme ça que j'ai demandé, moi, à avoir toutes mes missions aux États-Unis dans un premier temps, ou en tout cas sur la partie North America. Et en gros, au bout de 3 mois, elle a eu une proposition, enfin, ils lui ont fait le visa et proposition de job. Donc, du coup, très rapidement, New York est devenu, entre guillemets, ce qu'on appelait mon home base. Donc, c'est là où, en fait, je rentrais toutes les 2 semaines. Et derrière, après, bah, c'était de chercher une opportunité à New York, d'où NBC Universal, qui appartenait à l'époque à General Electric. Donc, ça a été vraiment une forme de déclic, justement, on va dire, parce que c'est une ville juste incroyable. Et je me revois la toute première fois où je suis allé pour aller voir un de mes amis qui, lui, pour le coup, avait bougé juste après le bac. À 18 ans, il était parti là-bas. Et je sais pas, la première fois que je suis arrivé dans cette ville, je pense que c'est comme ton costume sur mesure que tu mets une fois qu'il a été taillé et tu as l'impression que ça te va parfaitement. C'est fait pour toi. Et justement, donc après, tu es chez NBC Universal. Ouais. C'est une entreprise qui est vraiment ancrée dans la culture américaine. Ouais. Qu'est-ce qu'on y apprend par rapport à ce qu'on pourrait voir ailleurs ou en France, et dans quelle mesure cette influence aujourd'hui est en toi et t'aide et t'accompagne en fait dans toutes tes aventures? 100%. Et justement, en fait, il y a quelque chose où souvent on a beaucoup, par exemple, de gens qui ont travaillé, enfin des Français qui travaillent aux États-Unis ou qui ont travaillé aux États-Unis, mais souvent pour des boîtes françaises. Et donc, en fait, je pense que ça a été vraiment ma chance, c'est de travailler pour un groupe américain avec que des Américains. Et donc, du coup, il y a vraiment une culture, en fait, qui transpire. Je dirais le premier point, c'est tout leur pragmatisme. Le pragmatisme américain, c'est juste incroyable. Il faut que ça ait du sens. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Enfin, je veux dire, ils sont ultra pragmatiques. Donc, il y a vraiment ce côté-là, pour moi, qui vraiment ressort, je pense, dans mon quotidien. La partie aussi hiérarchie à plat, c'est-à-dire que tu peux accéder très rapidement à quelqu'un tout en haut. Déjà, le « you » fait qu'il n'y a pas de vouvoiement. Alors qu'en France, tu auras un tutoiement, un vouvoiement, même si, entre guillemets, de plus en plus, on fait que du tutoiement, mais quand même, dès qu'on est quand même avec quelqu'un d'autre, on va utiliser le vouvoiement. Là-bas, il y a le you, en fait, est neutre. Et donc, en fait, avoir une organisation vraiment à plat, sans hiérarchie, la hiérarchie se fait naturellement parce que la personne va performer, par exemple, ou parce qu'elle va avoir un certain charisme, parce qu'elle va... En fait, c'est ce côté un petit peu légitimité, plus que j'ai un titre, donc j'ai fait une grande école, j'ai un titre, donc je suis placé ici, donc tu dois me reporter, donc tu dois écouter ce que je fais. Non, en fait, là-bas, ça ne marche pas. Là-bas, c'est vraiment la personne qui va performer, qui sera legit, en fait, pour être un leader. Donc, je dirais le pragmatisme, le leadership et cette notion, effectivement, d'accessibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, même moi, dans mon caractère ou en tout cas en tant que manager, être accessible, mais en même temps être super pragmatique et je dirais en fait être vraiment lucide aussi sur le côté performance des équipes ou de n'importe qui. Ça répond indirectement à une de mes prochaines questions qui est justement liée à ton management. Et du coup, ça a influencé directement ta façon de manager. Tu parlais de leadership, tu parlais de méritocratie, tu parlais de pragmatisme. Ouais. Et je pense que c'est un vrai atout. Justement, au moins, il n'y a pas le droit au doute, il n'y a pas la place au doute, il n'y a pas la place à la chance. Et ça permet vraiment d'avancer. En 2012, donc, avec ta femme, tu montes un nouveau projet, pâtisserie traiteur à New York. Ouais. Ça me donne le sourire parce que tu sais à quel point je suis gourmand. Pourquoi lancer ce projet et finalement, qu'est-ce que tu retiens de ce projet? Alors, il y aurait plein de choses à raconter, on en a déjà parlé.
mais je pense qu'il y a des leçons assez intéressantes et qui, en plus de ça, rajoutent une corde à ton arc de toutes les typologies de business ou d'entreprise dans lesquelles tu as pu être. Ouais. Alors, tout d'abord, c'est à la base vraiment le projet de Sophie, ma femme, qui avait fait 7 ans de banking, comme on dit. Donc, c'était la fameuse phrase « from banking to baking ». Donc, c'est comment passer du monde de la banque à la pâtisserie. Ça a été pour elle, ça a été justement, tu parles de déclic, tu vois, 7 ans en salle de marché où ça ne l'intéressait pas. Elle voulait expérimenter autre chose. Elle a eu cette idée. Elle a commencé un petit peu à chercher, etc. Donc, forcément, avec une fibre entrepreneuriale, et puis on a cette fusion un petit peu tous les deux qui fait que je me suis, entre guillemets, aussi mis dans le process avec elle et dans ce projet. Même si, encore une fois, c'est vraiment tout le crédit lui revient parce que toute l'exécution principale, c'était elle. Mais si je devais retenir une chose, justement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est rien. L'idée, c'est rien. Donc, les personnes qui vont dire « j'ai pas encore l'idée pour me lancer » ou « j'ai une idée, mais je suis pas sûr encore que ça soit, je sais pas, la bonne idée ». L'idée, c'est rien. L'idée, c'est vraiment le titre de la rédaction. Derrière, tout ce qu'il faut, c'est l'exécution. Et encore une fois, et c'est vraiment ce que j'expliquais, je me revois en fait encore chez NBC, parce que j'étais encore chez NBC à l'époque, où j'avais des collègues qui venaient me voir en me disant « Ah, tu sais, moi, ma cousine, elle fait des cookies, elle rêverait d'ouvrir un shop comme toi pour faire des cookies, elle fait vraiment des très, très bons cookies. » Et à chaque fois, je leur disais, je fais « Mais t'as même pas idée. Enfin, la recette de cookies, c'est 2% du business. » Enfin, je veux dire, si on remet les choses, elle a dû donc trouver un local. Donc, c'était même un petit townhouse qui n'était même pas dédié à du retail à la base. Donc, townhouse, architecte, démolition, construction entière de la pâtisserie, à faire le côté DA, donc direction artistique, les couleurs, la mise en forme, etc. Derrière, designer les packaging, designer tout le concept finalement qu'elle voulait faire. Trouver les fournisseurs, se faire valider par l'administration américaine que tous les travaux sont aux normes, se faire inspecter, etc. Embaucher, donc c'est-à-dire du jour au lendemain, tu as c'était entre 12 et 15 personnes qui tournaient 7 jours sur 7. Donc c'est du management, enfin du recrutement, du management. Bien sûr l'aspect comptable, parce que forcément il y a un investissement de départ qui doit être fait. Puis après c'est la qualité du produit, c'est la satisfaction des clients, c'est comment tu développes ton business. Enfin, encore une fois, j'ai une super recette de gâteau ou de cookies, et puis il y a tout ça. Et en fait, c'est justement ce qu'on dit souvent, c'est un petit peu l'anomalie finalement de l'entrepreneur. C'est que l'entrepreneur, il a une zone de génie, il sait faire des cookies, il sait réparer des climatiseurs, il sait, peu importe, il a sa zone de génie. Et du jour au lendemain où il devient entrepreneur, il devient recruteur, manager, comptable, vendeur, SAV, enfin tout ça qui fait que ça le sort de sa zone de génie et que potentiellement, à un moment donné, tu atteins un plafond de verre parce que là où tu faisais avant 100% de quelque chose, c'est dilué avec toutes ces autres tâches que tu dois faire. Donc vraiment, pour moi, ce que j'ai, si je retiens un truc, et en plus, c'est ultra concret, la pâtisserie. C'est pas justement une plateforme SaaS ou du développement, etc. C'est littéralement, j'ai un endroit, j'ai de la matière première, je la transforme, je la mets dans un display, je la vends, fin de journée, c'est fini, et le lendemain, je recommence. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est l'exécution, l'exécution, l'exécution. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, du coup, vous prenez la décision de retourner en France ? C'était plus un côté familial, enfin une décision familiale. Donc, nous, moi, ça faisait 14 ans que j'étais parti. Ça faisait 12 ans qu'on était ensemble à New York, avec les enfants qui sont nés là-bas, et ainsi de suite. Et c'était plus un sentiment un petit peu on a fait le tour d'une certaine manière. On a vécu New York sans enfants, en couple, vraiment sans enfants, avec les enfants. Enfin, c'était une certaine dynamique. Mon fils aîné, lui, avait 8 ans. On savait qu'on voulait rentrer un moment ou un autre parce qu'on ne se voyait pas forcément avoir des teenagers ou des jeunes adultes à New York. Donc, c'est ça, en fait, qui a été un petit peu le phénomène on s'est dit, bon, voilà, là, on a peut-être fait un peu le tour. Elle a gardé sa pâtisserie, Sophie, pendant 1 an et demi. On était de toute façon sous carte verte, et ainsi de suite. Et on s'est dit, bon, voilà,
il y a une opportunité. À l'époque, j'ai été donc associé chez Adways. Il y avait une opportunité de restructurer la boîte avec une ambition justement de la vendre derrière. Donc on s'est dit, voilà, on rentre. De toute façon, si on veut repartir, on peut. Et en fait, c'est aussi quelque chose qu'on s'est toujours mis, on va dire, en tête, c'est que voilà, rien n'est ancré dans le marbre. Ça te plaît pas, tu changes. Ça, c'est aussi, je pense que c'est un mindset en fait où souvent les gens se mettent beaucoup de blocages en disant bah non, là c'est pas possible parce que les enfants, tu comprends, il y a l'école, il y a ci, il y a ça, et puis j'ai ma carrière ou enfin. Bah, en fait, si ça va pas, faut changer. Et donc, bah, tu tentes. Si ça marche, tant mieux, c'est super. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave, tu repars. Et donc, du coup, on est rentré en France. Au bout d'1 an et demi, on sentait que c'était plutôt là qu'on voulait rester un petit peu, enfin quelques années, sachant qu'on a toujours en tête probablement de repartir quelque part. Ce sera pas forcément les États-Unis, mais voilà, on est rentré, donc c'est pour ça qu'au bout d'1 an et demi, elle a finalement vendu la pâtisserie, qui a été finalement plutôt une bonne chose, parce que ça a été fait en décembre 2019, donc 2 mois avant le lockdown du Covid, qui forcément n'était pas, pour les business retail, un super moment. Clairement. Ensuite de ça, donc, tu crées Job Story. Ouais. Et c'est assez drôle parce que Job Story, moi je ne connaissais pas, peu de gens connaissent, mais finalement beaucoup l'ont utilisé. Encore aujourd'hui, en venant au studio, tu évoquais le fait que le chauffeur qui t'a amené s'est rendu compte que tu étais le fondateur de l'application qu'il a utilisée il y a de ça quelques mois encore. Ouais. D'où vient cette idée et comment ça se passe, l'exécution, justement, le démarrage de Job Story? Alors c'est marrant parce que c'est une combinaison on va dire, de 3 frustrations qui n'étaient pas forcément les miennes. Je peux développer parce que c'est quand même intéressant. Et c'est, en gros, les 3 points de frustration, ou en tout cas les 3 sources, c'était justement à la pâtisserie. Au début, en fait, Sophie passait une annonce pour pâtissier, barista, etc. Donc à recevoir des tonnes de CV, à essayer de faire le tri, etc. Et au bout d'un moment, elle me disait, en fait, je regarde même plus le CV, moi, je le fais à la personnalité. Pourquoi ? Parce qu'elle te dit, le gars qui a jamais fait un seul café, qui sait pas faire un cœur sur un café, il va en faire 100, et puis dans 2 semaines, il fera des fleurs, des papillons, c'est juste vraiment de la répétition. Donc ce que je cherche, c'est dynamique, bosseur, agréable, c'est de la personnalité avant tout. Même en termes de pâtissier, au début, elle prenait des chefs pâtissiers. Et finalement, c'était des gens qui soit voulaient imposer leur manière de faire, soit voulaient apporter leur touche. Et puis voilà, qui avaient un petit peu, qui respectaient entre guillemets le process quelques mois. Puis après, généralement, ça se passait mal parce que voilà, ils voulaient faire s'exprimer eux-mêmes, sauf que c'était pas leur pâtisserie, leur concept. Donc pareil, elle avait pris notamment un jeune qui avait 19-20 ans, quelque chose comme ça, pas d'école, parcours compliqué. Mais comme on dit, un mort de faim. Et en gros, elle l'a pris en lui expliquant, écoute, moi, mon objectif, c'est de sortir tout ça en une journée. Que tu mettes en fait un pâtissier classique le ferait en 6 heures. Si tu mets 12 heures au début, tu mettras 12 heures. Puis tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu mettras 10 heures. Et puis finalement, tu vas regagner. Mais voilà, c'est le deal. Et en gros, je te paye moi comme un pâtissier. Par contre, si tu mets 2 fois plus de temps, c'est pas grave, tu mettras 2 fois plus de temps. Et donc, ça a été ce côté un petit peu, vraiment, je recrute sur la personnalité. C'était un premier point. Deuxième point, je me revois, on était chez Adways, on cherchait des nouveaux designers, etc. Et je voyais mon DA partir en entretien tous les jours. Et il revenait au bout de 2 heures. Alors, c'était bien. Ah non, c'était pas bien. Mais pourquoi Et à un moment, je lui dis, mais à quel moment tu sais dans l'interview que ça va pas ? Il dit assez rapidement, parce qu'en fait, il y a le fit humain, et puis je regarde le book, et puis si le book ça va pas, voilà. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais 1 heure entière ? Parce que je peux quand même pas refuser la personne tout de suite, c'est pas très respectueux, elle est venue, etc. Donc perte de temps. Et la troisième, ce qui là pour le coup m'a été une des frustrations, ça doit être en 2020-2021. Je me fais chasser par un chasseur de tête pour vraiment un superbe groupe, une très 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 belle
boîte française, une ETI qui fait à peu près 200 millions de chiffre d'affaires, et ainsi de suite. Et je passe tous les premiers entretiens avec le fondateur, qui en plus, je le connaissais, c'était un concours de circonstances, mais avec sa DRH, avec son gars du produit, etc. Et ils me disent, c'était au moment de Noël, et ils me disent, bon, on a notre nouveau CEO qui commence en janvier, et ce serait bien que tu le rencontres, et ainsi de suite. Et donc j'y vais de manière quand même assez confiante, parce que tout le début s'est vraiment super bien passé. Et donc voilà, j'arrive en début janvier, je rencontre le CEO, un cinquantenaire, grande école, parcours assez classique. Et donc voilà, il se présente et il me dit, bon, vas-y, présente-toi. Et donc moi, je rentre dans le vif du sujet, je lui dis, voilà, moi j'ai fait toute ma carrière aux États-Unis. Et tout de suite, il me fait, attends, une seconde, reprends depuis le début. Et c'est véridique. Il me dit, t'as fait quelle école et tu viens de quel milieu social? Et alors là, t'essayes de faire la poker face en mode, on va faire comme si j'avais pas compris la question. Donc d'ailleurs, il l'a vu parce qu'il m'a dit, d'ailleurs, j'ai peut-être pas vraiment le droit de poser ce genre de questions, mais bon, ça m'intéresse. Donc je botte un peu en touche, je lui dis, voilà, je fais telle école de commerce, j'ai grandi dans le 78, et comme je le disais, juste après, je suis parti à l'international. Donc je suis parti là-dessus, et en fait, après, il m'a raccroché, mais ligne à ligne, à mon CV, en mode, alors en 2008, tu as marqué que, et en 2009, alors que tous mes autres entretiens étaient basés sur la vision de la boîte, la stratégie, qu'est-ce qui peut être amélioré, comment mon expérience passée justement dans le SaaS, parce que c'était une boîte qui voulait aussi aller un peu plus sur du SaaS, pouvait être complémentaire et ce genre de choses. Et il m'a raccroché en fait à des choses passées constamment. Et donc je suis sorti de là avec une frustration énorme de me dire, mais si à mon niveau en fait, il y a une espèce de... Alors, c'est pas de la discrimination, mais il y a un côté un peu analyse du CV à l'ancienne, mot par mot, et ainsi de suite. Jamais je me serais retrouvé en face de lui si j'avais pas été chassé et vu les autres avant, et ainsi de suite. J'aurais été peut-être enlevé directement de la liste, alors que j'avais une motivation de mort de faim, j'avais vraiment envie. Enfin, on avait échangé vraiment avec les gens de la boîte, avec une vision. Enfin, vraiment, il y avait un vrai truc. Et donc, du coup, ça se fait pas. Et ça se fait pas, et ça se fait pas parce que j'envoie un mail juste avant de partir en vacances au Mexique. Désolé, c'est un peu long l'histoire, mais on partait en vacances au Mexique, donc c'est juste avant le Covid, donc 2020. Et j'envoie un mail en disant, les gars, là je pars en vacances, donc c'est oui, c'est non, ça fait un mois que j'attends, un mois et demi, j'ai toujours pas de réponse. Donc en plus, cette frustration d'être dans la longueur et dans l'attente. Et je reçois un message vraiment un peu bateau, du genre, oui, on est en train de revoir la réorganisation du groupe, donc ça ne sera pas ce poste-là, désolé, c'est pas pour cette fois, blablabla. Et donc là, je pars avec vraiment belle grosse frustration. Et puis, ça c'est moi, hein, je l'absorbe, et puis après, je le réfléchis, et ainsi de suite. Et on est dans une petite hacienda, c'est pour un mariage au Mexique. Et je suis vraiment sur la plage, et je pense à ça. Et puis j'ai personnalité, motivation, CV, historique, frustration, perte de temps. Enfin, j'ai vraiment tous ces trucs-là qui me pingent comme ça. Et pareil, je suis en train de regarder un petit peu l'hacienda, comment ça fonctionne, et je me dis, tiens, en fait, ils recrutent des gens basés sur quoi? C'est des gens du pueblo d'à côté, qui ont une bonne personnalité, qui parlent un peu anglais, qui sont souriants. C'est pas des gens qui ont fait l'école hôtelière à Lausanne, tu vois. Et donc, en fait, tout ça mis bout à bout. Et puis, forcément, presque 10 ans dans le SaaS vidéo, parce que c'était quand même mon expertise chez NBC et chez AdWise. Et puis, tu commences à réfléchir. Puis, tu prends le petit cahier, et je commence comme ça à faire les premiers écrans en me disant comment j'enlève tout le temps mort, comment je mets la personnalité, la motivation, comment je fais émerger le candidat qui a vraiment envie versus tous les autres qui n'ont pas envie. Et pareil, comment pour le recruteur, je donne les vraies clés de détecter tout de suite les meilleurs candidats. Et donc, tac, 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 tu commences à dessiner, tu essayes de dire non, là, je perds trop de temps là-dessus, comment je simplifie, etc. Bref, je fais mes 2 semaines de vacances, je rentre, je vois donc mon ami et associé Cyril, qui est un super entrepreneur d'ailleurs, et on se voit rue Montorgueil, café. Lui, il venait de vendre sa boîte en 2019, pareil. Il était sur plein de projets éventuels. Puis je commence à lui montrer les prémices de l'idée, le dessin. Et on revient sur ce côté l'idée, l'exécution. Là,
j'ai l'idée, j'ai le premier concept, j'ai les premiers screens, je lui explique le truc, etc. On est assis, l'exécution, et c'est pour ça que je te dis, c'est un entrepreneur. Moi, je le connais depuis l'école de commerce. Il avait déjà monté des business retail dans la revente, ce qu'on appelle le déstockage, etc. Il avait déjà 18-19 ans, ses premières boutiques, et ainsi de suite. Enfin, c'est vraiment un gars incroyable. La différence, c'est que moi, j'arrive, entre guillemets, avec l'idée, mon premier dessin. Au bout de 10 minutes, il connaît très bien le patron du restaurant, véridique. Jean-Luc, viens voir. Tout de suite dans l'exécution. Combien tu as de personnes? Combien tu recrutes? Combien tu en recrutes? Quelle plateforme tu utilises? C'est quoi tes frustrations? Ah, tu recrutes avec telle plateforme. Ok, c'est bien ou pas? Ah non, c'est horrible parce que tac, tac, tac. D'accord, tu juges sur quoi? Tu prends quoi? Ah bah personnalité, comment la personne elle se présente. Moi, c'est quand même du... Ok, mais est-ce qu'elle a besoin de travailler dans la restauration? Bah non, pas forcément, parce que de toute façon, nous, c'est les assiettes. Si la personne elle a un grand sourire, même si elle n'est pas super forte, on va la former, etc. Et tout de suite, il est dans l'exécution. On se quitte là-dessus. Il me rappelle 2 jours après. Il me dit, écoute, ça fait 2 jours que je cherche partout. Il n'y a rien qui fait ce que tu veux faire ou voilà ce dont on parlait, etc. À ton avis, il faut combien? Combien de temps? Tac, tac, tac. Ok, vas-y, on y va. Une semaine après, c'est le Covid. On est tous enfermés. On s'est dit, ok, ben voilà, on a du temps libre parce que forcément, tous les business sur lesquels on était sont tous arrêtés à ce moment-là. Et on est parti là-dessus. Et donc, d'une idée, d'un concept, de quelques screens au départ, etc. Tout de suite, un autre qui est dans l'exécution, on y va à balle, etc. Enfin, genre en mode locomotive. Et puis bah, derrière, voilà, tu commences à recruter tes équipes dev, ton UX UI, et puis tu lances le projet. Donc, très longue histoire, mais en gros, l'idée, c'est de dire, c'est basé sur une observation de problème, une frustration interne qui donne un petit peu ce côté revanchard. Et derrière, tu as ce début d'idée, mais tu as surtout une exécution derrière qu'il faut dérouler. Avant qu'on en vienne à la suite, qu'est-ce que toutes ces expériences qu'on a étape par étape un petit peu décortiquées t'ont appris sur toi-même au fil des ans? Je dirais principalement, moi, ce qui m'anime, c'est le côté problème-solution. C'est-à-dire où idée, exécution ou réalisation. Ce qui va potentiellement m'ennuyer, c'est justement si je suis dans un cycle de répétition. C'est pour ça que d'ailleurs, au départ, chez General Electric ou même au tout début chez NBC, sur la partie un petit peu plus direction financière, autant l'audit, nouveau business, apprentissage, tu creuses, tu trouves le problème, tu le règles, ça y est, c'est bon. Direction financière, c'est tous les mois la clôture comptable, après tu fais les budgets, après tu fais des reforecasts, et ainsi de suite. Donc il y a ce côté un petit peu répétitif qui finalement n'était pas fait pour moi. Moi, je suis vraiment plus dans beaucoup d'observations. Donc très observateur, détection de quelque chose qui ne fonctionne pas ou que je peux améliorer et apporter la solution et essayer de l'améliorer. Le côté sinon répétitif, ça je sais que c'est là où je vais commencer à perdre de la motivation ou être moins efficace. Et donc c'est vraiment la recherche systématiquement de la performance. On dit de temps en temps, et c'est un peu ça, si tu es flemmard, tu vas essayer de trouver le moyen le plus rapide de faire en fait et d'exécuter ce que tu dois faire. Et donc c'est un petit peu ce mindset de toujours vouloir optimiser. Typiquement un job story, c'était de me dire ok, dans le recrutement, tu passes vraiment de analyser des CV, passer des coups de fil, faire des premiers entretiens. La personne arrive dans ton bureau, tu lui serres la main, tu sais que c'est pas la bonne. Ah non, en fait j'ai perdu trop de temps. Là, il y a quelqu'un qui fait sa vidéo à 17h. À 17h06, c'est sur mon téléphone. J'aime bien la personne, j'appuie sur contacter, je l'appelle. Si j'ai un bon fit, potentiellement, le lendemain, elle commence. Ou en tout cas, elle est sur un entretien, elle est sur un nouveau. Donc, c'est comment, en fait, réduire tous ces temps morts, de l'efficacité et que ça soit, en plus, ce côté un petit peu donnant-donnant. C'est-à-dire que c'est aussi bien dans cet exemple-là, pour un recruteur que pour un candidat, parce que c'est une mise en relation rapide et efficace. Donc c'est ce côté aussi pragmatique, on en parlait tout à l'heure, de comment tu arrives à mettre tout ça ensemble. Justement, après, donc, vous lancez Job Story. Ouais. Rapidement, ça tourne, ça marche. Vous avez des beaux clients, belles références, ouais. des grands groupes. Et
Moi, en parallèle, je fais mon petit bout de chemin de mon côté avec entrepreneurs.com après toutes ces années. Et je me dis effectivement que j'aurai meilleur temps de sortir encore plus de l'opérationnel, de trouver quelqu'un qui va pouvoir endosser ce rôle de CEO pour me permettre, moi, d'être plus sur de la vision, de la strat, mais surtout des actions à haute valeur ajoutée par rapport à mon domaine d'expertise et ma zone de génie. Je commence à faire mon petit bonhomme de chemin, de rechercher des candidats potentiels, etc. Et je fais appel justement à un chasseur de tête. Il te contacte pour le poste, justement. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu penses d'entrepreneurs.com au départ? Quelles sont les différentes étapes? Je sais qu'en plus, par un email, à un moment donné, on a failli, les chemins ont failli se croiser et jamais plus se décroiser. Se décroiser, voilà. Donc, ouais, comment ça se passe? Parce que finalement, pour donner du contexte, tu es dans une boîte, c'est ta boîte, elle est saine, elle est en croissance, ça se passe bien, et tu te fais chasser par un chasseur de tête pour nous rejoindre. C'est pas anodin, et ça peut être intéressant de le décortiquer. Ouais, complètement. Disons qu'on est donc mi-2024, c'était au mois d'avril-mai. Nous, on a lancé depuis 4 ans. On travaille principalement avec des grands groupes. Et en fait, c'est des process de vente assez longs. Donc, c'est vraiment... on ne citera pas, mais j'ai quand même une marque avec qui on parle depuis 1 an, ouais, même 2 ans, qui a des magasins qui ont testé l'application et qui dit bien au siège, c'est incroyable, ça nous fait gagner du temps, c'est super efficace. Et pour des raisons corporate, on va dire, on a eu, il y a 1 mois, alors qu'on leur parle tous les 6 mois un petit peu, et on a enfin le rendez-vous planifié pour 2026. Donc, entre guillemets, entre septembre 2024 et 2026, j'ai un peu de temps libre, on va dire. Et donc, bref, tous ces process de vente sont très longs. Et pour autant, on a optimisé, parce que c'est une plateforme SaaS, au max, en fait, la solution. Ce qui veut dire que même si demain, on signe un contrat et qu'on me dit, voilà, il y a 400 points de vente à déployer, c'est 2 heures de travail. Allez, il y a une demi-journée de travail. Donc, en fait, il y a des cycles de vente très longs, un côté opérationnel très, très court, très efficace. Et ce qui fait qu'en fait, encore une fois, c'est une application. Donc, on veut être déployé dans tel pays. Tu as un iPhone, tu as un Android, tu vas sur le store, tu télécharges l'application, tu l'as. Donc, j'ai aucune contrainte, que ça soit de réglementation, administrative, etc. Donc, je me suis retrouvé un petit peu en mode, je dirais, 2023-2024, un peu en mode cruising, on va dire, où, on a continué d'optimiser la boîte, on a commencé à embaucher aussi quelques personnes, etc. Mais intellectuellement parlant, être aussi un peu... pas très stimulé. Et justement, on en parlait juste avant, tu vois, c'est le côté un petit peu, tu as l'idée, tu as la solution, tu la mets en place, mais ce côté un petit peu récurrent, qui est un petit peu, on va dire, qui me convient pas. Et donc, effectivement, j'ai ce coup de fil du chasseur et qui me dit, voilà, on a une boîte en hyper croissance, il y a déjà une 50aine de personnes, il m'explique un petit peu le business model, ainsi de suite, poste de CEO, ainsi de suite, etc. Et j'ai toujours su aussi qu'à un moment ou à un autre, pas ma zone de génie, mais ma zone d'expertise pourrait être le fait justement d'être sur ce type de boîte. Pourquoi? Parce que j'amène l'expertise et l'expérience des grosses corporations, mais je sais aussi ce que c'est que de se relever les manches et vraiment monter son projet de zéro. Ce qui veut dire que du coup, j'ai une espèce de zone au milieu pour prendre un groupe qui a commencé de zéro, comme entrepreneurs.com, qui est en train de monter, qui a 50 personnes à peu près aujourd'hui, qui est en hyper croissance, et comment lui donner tous les standards aussi des grands groupes pour vraiment l'amener au top. Et donc ça revient un petit peu aussi à ta question au début, c'est quoi le rôle du CEO? C'est aussi ça. C'est vraiment, j'ai une vision, ok, et la vision, moi je connais entre guillemets la stratégie, ou en tout cas l'exigence pour servir cette vision, parce que ce n'est pas juste avec une expérience d'entrepreneur qui commence de zéro, c'est aussi en ayant eu toute cette expérience de 10 ans de corporation aux États-Unis. Et là, justement, quand tu découvres entrepreneurs.com la première fois, quelle est ta perception? Tu n'ai pas le droit de le dire. Ma première perception. Alors déjà, il ne me parle pas
tout d'abord vraiment d'entrepreneurs.com de mémoire. Il me parle de Alec Henry. Et donc, no offense comme on dit, mais premier réflexe, Google, Alec Henry, quelques liens vidéo et ainsi de suite. Et donc, je tombe sur des contenus qui doivent dater d'avant 2020 peut-être. Jeune Alec Henry, tout fougueux, téléphone à la main, je crois que c'est une vidéo, je suis à Barcelone, dans l'appartement de quelqu'un, etc. Ah oui, je parle des 5 niveaux du business. Ouais, exactement. Ouais. En mode, super penthouse, belle vue, etc. Alors là, je me dis, ok, red flag, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce traquenard? Non. Puis je déroule quand même 2-3 autres vidéos et je vois le déclic. Je dis, ah ok, le déclic, bon. Et puis en plus, tu avais reçu quelques invités, dont certains que je connaissais. Je me dis, tiens, c'est étonnant, enfin, s'ils sont allés, je pourrais leur demander éventuellement. Et puis, je regarde le déclic. Et je tombe sur un personnage assez différent. Quelqu'un qui est dans l'écoute, qui pose des questions pertinentes, qui relance intelligemment les interviewer comme moi aujourd'hui, mais sans pour autant essayer de se mettre en avant et ainsi de suite. Chose que souvent dans certains podcasts que j'ai pu écouter sur les plateformes, me frustre un petit peu quand systématiquement tu as quelqu'un qui interviewe une autre personne et qui rebondit systématiquement et que c'est comme moi. Non, c'est pas comme toi. Là, tu es en interview, tu as ton background, etc. et tu es en train d'interviewer un capitaine d'industrie. Non, c'est pas comme toi. Non, voilà. Donc, c'est ce côté-là où je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant. Il y a ce côté jeune fougueux, comme ça, en mode piraterie sur le web. Et puis, il y a le déclic. Et donc, c'est ça qui m'a fait me dire, bon, allons-y, on va creuser, c'est par curiosité. Et donc, là où tu dis qu'effectivement, nos chemins ont failli ne pas se croiser, c'est tout simplement parce que j'ai envoyé un email à un moment au chasseur, justement, en lui disant, ok, allons-y, faisons-le. Enfin, merci beaucoup pour l'entretien. Je serais ravi de rencontrer Alec. Et puis, il y a espace peut-être 8 jours. Donc là, typiquement, moi, je suis en mode job story. Hein, on a fait l'entretien, donne-moi une réponse 5 minutes après. Enfin, il faut de l'efficience, quoi. Et ça fait peut-être 8 jours. Et moi, j'ai une petite note dans mon calendrier, juste en mode reminder. Et je me dis, bon, ok, c'est complètement bidon, je perds mon temps. Et donc, je lui shoot un mail en lui disant, sans retour de votre part, je considère que l'opportunité est fermée. Merci, au revoir, quoi. Et là, il m'appelle en panique en me disant, ah non, mais désolé, je pensais avoir répondu, j'ai pas répondu, nanana, etc. Donc après, est-ce qu'il avait oublié ou pas, on ne saura jamais, mais je pense que oui. Et donc là où j'étais en train justement de fermer la porte pour passer à autre chose, il nous a organisé ce premier entretien. Je crois qu'on en a eu 4 ou 5 peut-être après, et ainsi de suite. Et je crois que ça a été une de tes questions à un moment qui était de dire qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas travailler ensemble ? Et ma réponse, je m'en souviens encore, je t'ai dit, en fait, si je me rends compte que, entre guillemets, entrepreneurs.com, c'est un scam ou que c'est pas sérieux, en fait, ça ne m'intéressera pas parce que moi, je suis là pour délivrer de la valeur auprès d'entrepreneurs, vraiment les accompagner. Et il y a ce côté éthique qui est vraiment important pour moi. Et je sais que les autres entretiens qu'on a faits, forcément, toi, tu avais des questions pour moi, ainsi de suite, mais que toi aussi, tu as passé beaucoup de temps à me prouver, entre guillemets, qu'il y avait une vraie éthique, qu'il y avait une vraie mission, entre guillemets, et que c'était vraiment sérieux. Et l'idée, c'était pas de dire, c'est tout parfait, etc. C'était d'être super transparent en disant, nous, on a une vraie mission, servir les entrepreneurs, les accompagner au mieux, leur faire casser leur plafond de verre. On a encore plein de choses à améliorer. Mais c'est là où on veut aller et on a besoin d'être accompagné pour continuer cette croissance incroyable. Tu mets en évidence un point extrêmement intéressant, c'est la séduction mutuelle. Ouais. Beaucoup de gens, lorsqu'ils recrutent, ils attendent juste à poser des questions justement aux candidats, mais ils ne se rendent pas compte qu'un talent
déjà en général, il est déjà en poste, ou il est occupé, ou il n'attend pas que toi. Et puis en plus de ça, c'est à toi aussi de lui prouver qu'il y a un réel intérêt à travailler avec toi par rapport à ta mission, par rapport à ton envie, etc. Et moi, je me souviens d'un élément que je t'avais dit, c'est donc je t'avais un petit peu prouvé, démontré que c'était carré, c'était sérieux, c'était solide. Mais je t'avais dit, mais tu verras, c'est encore mieux quand tu seras de l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Comment s'est passé justement les premiers mois, le démarrage, le début? Ouais, c'est intéressant et c'est d'ailleurs un point, avant d'aller sur les débuts chez entrepreneurs.com. Cette phase de séduction, pour moi, il faut faire juste attention à ne pas survendre ou au contraire biaiser pour essayer de se dire, bon, bah ça y est, entre guillemets, j'ai réussi à le séduire, il vient et c'est cool. Ouais. Ça m'est arrivé une fois sur notamment la vente d'Adways où je pense que de l'autre côté, l'acquéreur avait un petit peu aussi, alors pas tous chez eux, mais certaines personnes ont eu un petit peu ce côté un petit peu survente, que ce soit en termes de mission, de prochaines étapes, d'opportunités, et ainsi de suite. Et en fait, quand tu arrives justement avec toute cette énergie et cette envie de te dire c'est super, il y a plein de choses à faire. Et en fait, quand tu te rends compte au bout de quelques semaines qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout vraies ou alignées avec tes conversations, en fait, c'est tout l'effet inverse. C'est de la frustration, c'est une forme d'énervement, c'est de la démotivation. Et en fait, tu transformes une belle opportunité avec un bon recrutement, ou en tant que candidat, hein, ça marche dans les deux sens, où en fait, tu n'es pas du tout aligné avec le projet. Donc je trouve que c'est très important d'être dans cette phase de séduction, mais de manière vraiment réelle, quoi. C'est pas d'aller survendre le truc ou ainsi de suite. Sinon, effectivement, ça va créer des problèmes par la suite. C'est un petit aparté. Mais non, après, les débuts, c'est simple. Hein, on a dû commencer début juillet. Tout de suite à partir sur une immersion client avec une 50aine de clients à Aix-en-Provence, rencontrer les équipes. En vrai, j'y suis allé au début avec ce côté un petit peu... est-ce que c'est encore une fois, est-ce que c'est du scam? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret là-dedans? Et puis, c'est la rencontre avec les équipes, que ce soit Boris, Axel, Anis, Océ, et après tous les coachs, les mentors, tous les gens, etc. Et de commencer à découvrir, en fait, un truc, déjà, c'est que, ils sont quand même tous relativement très jeunes, en tout cas par rapport à moi, mais tous avec des ambitions, une énergie, une volonté, une dedication dans le travail, mais énorme. Et ce qui était un petit peu un vrai coup de fraîcheur versus le côté un petit peu que je connais aussi start-up, en mode, tu recrutes des gens, t'es une start-up, t'as le couteau entre les dents, tu viens de mettre beaucoup d'argent pour monter ton projet, etc. Et puis t'interviews des gens qui te demandent si à 17h, ils peuvent aller à leur cours de yoga, s'il y a des tickets restaurants, s'ils peuvent avoir des actions de la boîte. Ils n'ont même pas commencé à travailler, qui sont déjà en fait dans une posture... on peut en reparler d'ailleurs sur le work-life balance, parce que j'ai ma petite théorie là-dessus. Mais donc ce monde un petit peu cajolé, etc., qui est un peu frustrant. Et là, je découvre en fait une équipe qui a une volonté, une énergie de vraiment, mais de tout casser avec cette ambition de dire, voilà, on a des entrepreneurs avec nous, on arrive avec notre expérience à détecter tout de suite là où ils ont des problèmes, comment on va les débloquer, comment on va les amener aux prochaines étapes, etc. Alors, encore une fois, ça ne marche pas à 100%, mais en tout cas, il y a cette énergie, cette volonté qui est juste incroyable. Et donc ça, en fait, je suis vraiment en mode observation. Et donc vraiment, ce premier week-end immersion a été vraiment un grand vent de fraîcheur, aussi bien de par les équipes, mais que par tous les entrepreneurs aussi qui étaient là. Et le fait d'échanger avec eux sur leurs problématiques et ainsi de suite.
Et c'est là où tu te rends compte que ouais, bah, tu as quand même quelques années d'expérience, tu as quelques réflexes qui font que certaines personnes ne les ont pas. Tout simplement, bah, je pense à l'une de nos participantes qui est docteur avec son centre de fitness et qui pour autant, bah, ouais, en tant que docteur, KPI, OKR, bilan financier, investissement, ça peut pas lui parler. Et donc toi, en fait, en venant avec ton expérience, ton expertise et ainsi de suite, bah, tu sens que voilà, tu commences à débloquer peut-être certains problèmes ou certaines choses qui lui apparaissent vraiment une montagne, alors que toi, de par ton expérience, tu as l'impression que c'est pas grand-chose. Donc ça a vraiment été cette première immersion où j'y suis allé un petit peu vraiment en mode observation, en mode bon, on va vraiment voir ce qu'ils ont dans les tripes. Et là, complètement bluffé au bout des 2 jours. Et justement, il y a beaucoup de gens qui voient entrepreneurs.com passer sur les réseaux, au travers des vidéos, ou qui écoutent le Declic et qui voient en dessous par entrepreneurs.com, etc. Mais il y en a peu qui savent exactement ce qu'on fait et qui comprennent l'enjeu et l'impact qu'il y a derrière la mission et la volonté qu'il y a depuis toutes ces années et toutes ces personnes qu'on a pu déjà accompagner, qu'on continue d'accompagner. Toi, aujourd'hui, avec tes mots, d'autant plus que très rapidement, tu as compris la vision, la mission, l'enjeu et ce qu'on faisait. Si quelqu'un te demande concrètement, c'est quoi entrepreneurs.com, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu réponds? Alors, avec mes mots, ce que je dis, c'est que on est un collectif d'entrepreneurs. Toi, tu es dans l'entrepreneuriat depuis plus de 10 ans, Axel pareil, Anis pareil. Enfin, je veux dire, on est un collectif d'entrepreneurs avec chacun notre zone de génie et notre expertise. On est un petit peu comme la A-Team, c'est l'agence Tourisque. Chacun a un profil différent, chacun a une expertise différente. Et ce combo de cette équipe réduite de 5-6 personnes fait que on peut apporter immédiatement un accompagnement auprès d'un entrepreneur qui, par définition, est seul. Moi, je me souviens vraiment au niveau de la pâtisserie, c'était un petit peu le sujet avec Sophie, où elle me disait moi, du matin au soir, je suis seul, et puis tu as toujours des gens qui viennent te donner des bons conseils, mais in fine, c'est des gens qui n'ont pas l'expertise, c'est des gens qui n'ont jamais pris de risques, c'est des gens qui n'ont jamais entrepris. Donc c'était un petit peu aussi dans nos réseaux des gens qui travaillent à New York, que ce soit en banque, dans la mode, peu importe, etc. Et qui viennent le week-end juste prendre un gâteau et puis qui vont te donner leurs 5 bons conseils. Ah, ok, merci pour tes conseils, mais en attendant, je suis toute seule, c'est moi qui prends tous les risques et qui supporte tout ça et qui suis vraiment seul dans ma bulle. Et en fait, entrepreneurs.com, c'est des entrepreneurs qui viennent avec toute leur expérience, leur expertise et qui viennent en fait accompagner et éclairer des entrepreneurs qui sont par définition seuls et en leur donnant en fait les clés ou la roadmap pour, en gros, on a 2 axes. Un, soit continuer de développer le chiffre d'affaires de son entreprise, ou 2, réussir à sortir de l'opérationnel. Statistiquement, c'est un peu les 2 axes sur lesquels nos clients entrepreneurs nous rejoignent. C'est comment je fais pour scaler mon business ou comment je fais pour sortir de l'opérationnel. Je dirais qu'il y a peut-être un 3e qui est plutôt le côté, ce qu'on appelle chez nous les starters. C'est plus des gens qui sont au tout début d'un projet, qui veulent valider finalement peut-être leur concept, leur pricing, leur marché. Ils ne savent pas trop comment faire. Et donc, en fait, c'est une opportunité unique pour eux d'être accompagnés et de valider ça le plus rapidement possible. Et ce qui va être intéressant, c'est que finalement, même au niveau du côté starter, on va avoir des gens qui, peut-être au bout de quelques mois, vont se rendre compte que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour eux. Et en fait, c'est une forme d'investissement sur eux-mêmes. Et en gros, ils auront tué cette hypothèse ou ce rêve en se disant finalement, c'est peut-être pas pour moi. Mais vaut mieux finalement peut-être tuer cette hypothèse en 6 mois et de passer à autre chose que de se fantasmer quelque chose pendant 5 ans et puis finalement, ça accouchera jamais sur rien et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment le tout début. Et après, vraiment, c'est plus sur ce que tu disais, sous des entrepreneurs qui veulent aller casser les plafonds de verre. Et donc, d'avoir comme une méthode, un petit board de direction, ou en tout cas des gens qui les comprennent. Et souvent, d'ailleurs, après les immersions,
les retours qu'on a des entrepreneurs, c'est de dire « ça m'a fait tellement de bien de parler à des gens qui comprennent ce que je vis ». Et c'est pas que par rapport à nous, c'est par rapport aux autres, justement, clients, quand on fait des immersions, c'est de se dire « ah là là, je partage mes peines », entre guillemets, et c'est vraiment ce côté ah, eux, ils me comprennent ». Complètement. Ouais. Et après, c'est eux, ils me comprennent, et entrepreneurs.com me donne les clés, la vision, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'entrepreneur, éventuellement, il va avoir sa vision, et nous, on va les aider à définir leur stratégie, ce qu'on appelle les OKR, donc leur Objective Key Results, donc comment construire en fait tout leur plan d'action. Donc on les accompagne avec ça pour être sûr que s'ils respectent cette partition, s'ils la mesurent, ils arriveront à leurs résultats. Et bien sûr, s'ils mesurent et que ça ne matche pas, bah tu adaptes, tu changes, etc. Mais c'est OK, vous avez une vision, on va vous donner toutes les clés pour que votre stratégie soit la meilleure et qu'on puisse vous donner tous les outils de manière à être sûr qu'en respectant toutes ces étapes-là, normalement, c'est bon. Tu parlais il y a quelques instants du collectif d'entrepreneurs. Ouais. Je trouve que c'est une très belle image. Tu es un des premiers à me l'avoir évoqué, en tout cas de cette façon-là. Et encore récemment, on était sur le recrutement d'un poste clé qui est un entrepreneur depuis de nombreuses années également. Ouais. Et c'est quelque chose qui l'a en partie séduit aussi dans ce modèle. Et ce n'est pas du tout anodin. C'est une façon complètement différente de voir l'entreprise par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Tu peux l'expliquer ? 100%. En gros, même en prenant mon propre exemple, j'ai toujours cette société de Job Story qui tourne, où je suis sorti complètement de l'opérationnel. Et en fait, entrepreneurs.com, c'est connaître en fait toute comme je disais, la solitude d'être entrepreneur, les difficultés, comment tu peux être confronté à des problèmes marché, des problèmes clients, etc. Donc ça, je l'ai vécu et je peux encore le vivre au quotidien si je veux, en passant 2-3 coups de fil, et je vais tout de suite avoir ce pied, on va dire, et ce contact avec ces problèmes-là. Mais là, l'idée, en fait, c'est de dire, OK, on a une mission, entre guillemets, plus grande, ou en tout cas, on a une mission entre nous, en tant qu'entrepreneurs, d'aller en fait donner les clés, ou en tout cas les stratégies et comment faire à d'autres entrepreneurs qui sont finalement trop solitaires. Et justement, l'idée, c'était pas tant de dire je rentre dans une société classique où effectivement il y a cet aspect société classique et ainsi de suite, parce que la richesse de chacun d'entre nous, c'est justement tout ce qu'on a fait ou on fait à l'extérieur. Parce qu'on a je veux dire, même toi, tu es dans plein d'autres boîtes en participation active, même si tu vas peut-être pas être opérationnel, etc. Mais du coup, tu vas avoir les retours terrain de ces gens-là, tu vas pouvoir leur donner des clés pour s'améliorer. Tu es associé dans ces boîtes-là, donc tu as vraiment plus la vraie vue en termes de chiffres. Enfin, ils ne sont pas là pour te mentir parce que tu es associé. Et donc, c'est toute cette richesse-là, en fait, qu'on met à disponibilité des entrepreneurs. Et le plus important aujourd'hui, et ça reste toujours mon obsession, et je pense que c'est le côté justement plateforme SaaS qui fait que quand tu fais une plateforme SaaS, tout doit être processé et vraiment ultra carré pour que ça tourne bien. Je pense d'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'apporte aujourd'hui chez entrepreneurs.com notamment, c'est qu'il faut que toute notre expérience, toute notre expertise, on arrive à la formaliser le mieux possible. Donc il y a déjà plein de choses qui existent, mais je pense qu'on peut encore aller beaucoup plus loin, de manière à ce que ça devienne pour les entrepreneurs la Bible en fait de l'entrepreneuriat. Que ça soit au niveau des finances, du recrutement, des tunnels d'acquisition, du marketing, du management, et qu'ils aient vraiment en fait tout notre savoir en fait dans cette méthode, en plus d'avoir un suivi avec un coach ou un mentor ou un expert en fonction de leurs problématiques, mais qu'ils aient vraiment en fait tout se dérouler. Donc voilà, donc encore une fois, collectif d'entrepreneurs, parce qu'on ne va pas chercher à embaucher un
un simple head of sales ou une simple personne de communication ou un simple personne du produit qui va être juste enfermé. On cherche quelqu'un qui a cette curiosité intellectuelle, cette envie d'entreprendre, voilà, toute cette énergie et ce mindset qui fait qu'en fait, ça fait un combo explosif chez nous. Quand on recrute justement tous ces talents qui sont des entrepreneurs à la base, qui ont créé des boîtes, qui ont vendu des boîtes, qui ont planté des boîtes également, et qui ont la compétence et le savoir qu'ils peuvent faire aussi des choses seuls, comment on fait pour amplifier, cultiver une culture d'entreprise qui fait que ces talents, ils se sentent bien, ils s'épanouissent, ils sont reconnus à leur juste valeur, et ils restent, et au-delà de rester, ils performent au quotidien? Bah, c'est ton dernier mot, hein, ils performent au quotidien. Donc déjà, dans la culture, il y a la performance. La performance, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va avoir naturellement une curiosité débordante, qui a besoin d'être dans l'action. Et donc justement, en fait, si tu les mets dans un cadre où il n'y a pas d'action, il y a une culture de la performance moyenne, ou en tout cas, c'est pas vraiment, il n'y a pas une forte exigence. Alors on va me dire, ah, mais attends, dans n'importe quelle entreprise, on demande à être exigeant, performant. Alors, il y a le demander et il y a l'incarner. Et donc, typiquement, pour travailler avec toi depuis 6 mois, tu incarnes carrément ce côté exigence, performance, vraiment être sur tous les détails. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur les détails, si ça te va. Bien sûr, bien sûr. J'ai mon fils de 14 ans qui veut commencer aussi à faire un peu de business, etc. Donc, il a acheté un stock en ligne de vêtements et il veut du coup les laver, les repasser, les mettre sur Vinted et les vendre, etc. Et donc, si c'est moi qui lui donne un feedback, forcément, père, fils, donc du coup, donc il me dit, je regarde son compte Vinted et je lui envoie 2-3 captures d'écran en lui disant, tu vois, regarde, ça, c'est pas bien repassé, ça, tu l'as mis, je sais pas, sur quoi, sur ton lit, je sais pas quoi, c'est pas nickel, c'est pas clean, etc. Ouais, bon, ok, mais bon, t'inquiète, je gère, etc. Et du coup, j'ai fait, attends, si ça vient d'Alec Henry, peut-être que je lui ai forwardé tes messages. Donc, on a fait pour l'explication une immersion à Paris, 50 clients, donc qui était le week-end dernier. Et donc, toi, tu étais encore à Dubaï et tu es arrivé que le lendemain. Et je t'ai envoyé les photos de la salle. Ouais. Donc, il y a une salle quand même au Marriott, très bel hôtel, tout est bien disposé. Retour de Alec Henry. Les verres sur la table ne sont pas bien disposés. Le cahier doit être placé sur la droite. Les chaises ne sont, etc. La plante verte au fond. Alors, la plante verte, il fallait aller zoomer. A l'air un petit peu fanée. Il faut la sortir car ça ne rendra pas bien sur les captations. Et je lui ai envoyé tout ça. Ouais. Et je lui ai dit, regarde, c'est dans les détails que ça se joue. Ouais. Et donc là, comme ça vient pas de moi, que voilà, ça vient de quelqu'un d'autre et tout, il m'a répondu, ah ok, compris. Et du coup, voilà, maintenant il essaye de... Mais c'est cette exigence-là au quotidien. Et encore une fois, quand même moi j'ai vu ton message sur le verre, il n'est pas bien mis sur la table. Bon, après, mais c'est ça en fait qui fait qu'on met des standards, une exigence et qu'on l'incarne, qui fait qu'en fait en dessous, ils sont obligés de suivre. Et si quelqu'un ne se retrouve pas là-dedans, parce que voilà, il a un autre mindset, une autre habitude de travail, etc., naturellement, c'est des gens qui ne vont pas adhérer et accrocher au projet et qui vont churn, quoi, qui vont naturellement partir. Ouais. Et donc, c'est vraiment ça pour moi qui est dans notre collectif, entre guillemets, et dans l'équipe, individuellement, va avoir ce côté super exigence, super performance et d'aller vraiment à se tuer à la tâche pour délivrer les meilleurs résultats. Quand tu arrives dans l'entreprise, du coup, on était déjà en croissance. Ouais. Aujourd'hui, on l'est encore. C'est assez mouvementé. Demain, on le sera encore plus. Les projections sur les chiffres 2025-2026 sont ambitieux, mais sont largement réalisables par rapport à ce qu'on a établi. Donc, tu intègres une fusée en plein vol qui est à mi-chemin entre la Terre et Mars, qui veut aller bien au-delà. C'est quoi les premières étapes, justement, d'intégrer une société en hypercroissance? Qui plus est, il y avait pas mal de choses
à devoir mettre en place pour Ouais. pouvoir construire des fondations. J'en parlais encore avec un autre invité qui lui aussi a eu une hyper croissance sur ces 15 dernières années où il est passé littéralement de 0 à près d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc on est sur des économies d'échelle énormes. Et ce qu'il évoquait, c'est que le scale, ça se prépare bien en amont et qu'il y a des phases justement de palier de stagnation, ou en tout cas de palier de fondation, où tu dois déconstruire pour reconstruire. Ah, exactement. Tu peux en dire plus justement sur ce concept? Ouais, alors, moi, ça a été déjà comme on dit, back to basics. C'est-à-dire vraiment, OK, il y a de l'hypercroissance, les gars, continuez de développer, d'avancer, etc. Mais moi, mon premier point, c'était OK. Déjà, on va aller prendre la base et ton poumon et ton oxygène. Donc, c'est l'aspect finance. Donc, c'était vraiment de dire, OK, c'est quoi les chiffres? Qu'est-ce qu'il y a réellement dans ces chiffres? Parce qu'encore une fois, les chiffres, on peut leur faire tout dire. Je peux te rendre un business sexy ou non juste en changeant en fait quelques variables, ou au contraire, en oubliant quelques variables, tu vas passer d'un business hyper sexy à un business moyen. Donc ça, c'était mon premier truc. C'était vraiment de comprendre, OK, qu'est-ce que vous avez d'un point de vue financier, en termes de suivi, de dashboard, de KPI. Ça, c'était vraiment le plus important. On a fait un énorme boulot là-dessus. Ça, tu es au courant. Donc, c'était vraiment de dire, OK, là, on met tout à plat. On reconstruit vraiment avec une vraie expertise financière. On comprend nos chiffres. Ça aussi, c'est quelque chose qui est ultra important. C'est vraiment de comprendre ces chiffres. Même quand on commence en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est hyper important de vraiment bien comprendre ces chiffres. Parce que pour peu qu'on passe effectivement après dans du scale, on va vouloir passer cette partie-là à quelqu'un d'autre. Et du coup, si on regarde qu'une seule fois par mois les chiffres, si on n'a pas la maîtrise et la connaissance de son business à travers les chiffres, tu passes à côté de certaines choses. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver dans des situations très, très, très délicates, que ce soit derrière même des faillites ou des business qui plongent, parce que tu n'as pas cette maîtrise-là. Donc ça, c'était vraiment ultra, ultra important pour moi. Donc, vraiment garder ça. La partie, je dirais justement, marketing et acquisition, c'est pas trop ma zone de génie. Toi, bien sûr, c'est la tienne. Il y a celle aussi d'Axel et ainsi de suite. Donc ça, j'y ai pas trop touché. Et après, c'était de commencer aussi à regarder sur, je dirais, l'expérience client. Donc c'était plus effectivement comment on accompagne les clients, comment on organise nos events, comment on essaye de traquer finalement leur satisfaction, qu'est-ce qu'on leur apporte vraiment comme valeur. Et moi, justement, j'ai un petit peu cette approche, et je pense que c'est mes années d'audit qui font ça aussi. Et c'est un peu l'école McDonald's aussi. Tu veux être franchisé McDonald's ou manager McDonald's, la première chose qu'on va te faire, c'est tous les métiers du restaurant, et avec un gros focus uniquement sur les frites, parce que les frites, c'est le premier produit vendu chez McDonald's. Donc, tu es obligé de savoir les faire, tu es obligé de savoir les contrôler. Et avant d'être un super franchisé avec 10 McDo, il y a de fortes chances que tu sois passé au bac à frites au tout début. Moi, c'est un peu la même approche. Donc, c'est-à-dire que même dans l'organisation des events, je suis allé vraiment en mode, je vais être le point de contact avec la personne qui organise l'event, avec la personne côté delivery qui gère les clients, pour vraiment comprendre un petit peu tous les points de fonctionnement et d'identifier tous les points d'amélioration. Parce que notamment, tu n'organises pas les choses de la même manière si tu as 10 clients que si tu as, comme on risque d'avoir en mars, 150 ou 200 clients en immersion. Donc moi, naturellement, j'ai besoin aussi de prendre le pouls, en fait, et de vraiment comprendre comment on fait, de manière à ce que derrière, je puisse vraiment prendre les meilleures décisions. Je trouve toujours un petit peu compliqué d'arriver avec cette stratégie un peu de yaka faucon, faites comme ci, faites comme ça, et puis sans vraiment savoir ce qui se passe. Donc c'était partie finance, partie plutôt opérationnelle, mais l'opérationnel au niveau des clients. Et donc là, maintenant, on est plus sur une phase, effectivement, optimisation pôle marketing, optimisation du contenu, du programme pour l'automatiser et l'améliorer encore au quotidien, et continuer aussi tout le service, entre guillemets, ce qu'on appelle Customer Success, parce qu'encore une fois, tu passes de
quelques centaines de clients à potentiellement, sur les trajectoires qu'on a, là, on dépasse le millier de clients en continu. Parce qu'encore une fois, on a forcément des gens qui rentrent, qui sortent du programme quand ils ont terminé le programme. Donc, c'est vraiment comment on absorbe toute cette phase de scaling. Ouais, tu le dis très justement, c'est l'absorption, l'enjeu, parce qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique où la partie acquisition-conversion, c'est quelques boutons, quelques leviers qu'on peut actionner, qu'on pourrait plus ou moins maîtriser à la demande, alors que l'absorption, c'est la clé, et la satisfaction client aussi. On en est un peu obsédé, mais c'est ce qui fait qu'on va durer. C'est-à-dire qu'on se voit encore présent dans 5 ans, dans 10 ans, qui plus est avec une vraie évolution et un vrai impact qui est différent sur le marché francophone, mais potentiellement même ailleurs. À l'étranger, ouais. Et ça, c'est vraiment important. Il y a un sujet également, c'est des entreprises qui accompagnent les entrepreneurs. Il y en a plein. Ouais. Qui font du consulting, qui font de l'accompagnement. Il y en a plein. Ça existe depuis très, très longtemps. Dans quelle mesure, selon toi, on se distingue dans cet écosystème et on se différencie par rapport à celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être se disent concrètement, qu'est-ce que vous offrez de différent ou de plus ? Bah, c'est justement ça. Tu dis, il y a plein d'entreprises. Et moi, je nous définis comme un collectif d'entrepreneurs. Et je pense que c'est la grosse différence. C'est que c'est souvent, en fait, on va avoir typiquement des grands cabinets de consulting. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont peut-être, alors un peu moins maintenant parce que c'est moins sexy, mais à l'époque, aller bosser dans les grands cabinets de consulting ou les grandes banques, c'était vraiment le Graal. Aujourd'hui, c'est de monter sa start-up. Mais justement, ils vont aller à l'époque chercher des jeunes étudiants qui sortent de grandes écoles ou de grandes universités. Et puis, ils vont leur donner une méthode. Et puis, voilà, tu vas aller faire un audit, une analyse, tu vas faire du conseil, et ainsi de suite. Ça marche pour, à la limite, faire du conseil pour une entreprise. Nous, on vient faire vraiment du conseil pour un entrepreneur. Donc, en fait, on ne vient pas tout révolutionner dans une entreprise avec des modèles et ainsi de suite, et des consultants qui font finalement que appliquer des modèles qui ont certainement marché et qui sont validés. Mais nous, on vient avec toute cette expertise et cette expérience, encore une fois, comme un collectif qui vient au service de l'entrepreneur. Et donc, en fait, typiquement, c'est comme si, imagine, tu es dans ton industrie depuis 20 ans, tu fais déjà 5-10 millions de chiffre d'affaires, et puis on va t'envoyer un consultant qui a peut-être 2-3 ans d'expérience, qui n'a jamais monté de boîte, qui va venir, entre guillemets, avec des modèles, ou qui va poser des questions, pas bateau, c'est pas ça, parce que c'est des gens super brillants, etc., mais qui vont avoir une approche, entre guillemets, business, chiffres, process, et qui vont avoir ce côté un petit peu consulting. Là où vraiment, nous, on arrive avec ce côté, mais je sais ce que c'est que de monter un business, je sais ce que c'est que d'être... il y avait une phrase que j'adorais quand m'avait sorti un entrepreneur, je ne sais plus qui c'était, mais qui me disait ouais, moi je me suis retrouvé avec 25 personnes, j'ai 200 K sur mon compte, donc j'ai 3 mois de trésor devant moi, et je dois faire un pivot. Et il me dit, à ce moment-là, chaque euro a un prénom, quoi. En mode, à chaque fois que je vais dépenser 1 euro, je sais exactement pourquoi je le dépense. Bon, tu l'as forcément vécu, je l'ai forcément vécu, et les gens dans l'équipe l'ont forcément vécu. Rien que ça, rien que cette sensibilité-là, rien que ce sentiment que tu as au niveau de tes tripes, quand tu as un gars en face de toi qui dit « ouais, en ce moment, je suis un peu short trésor, etc. », rien que le fait d'avoir l'empathie et la compréhension de son problème fait que tu vas lui apporter probablement d'autres solutions que juste d'arriver avec ton modèle qui dit que non, tu dois faire comme ci, comme ça. Enfin, et donc, c'est vraiment on va dire ce décrochage qu'il y a entre être une boîte de consulting traditionnelle qui va arriver avec tous ses modèles, son expertise pour faire du consulting d'une entreprise, où nous, on vient vraiment pour les entrepreneurs. Et en fait, ce qui est fou quand tu regardes les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, en France, je crois qu'en TPE, PME, donc c'est vraiment pour le coup des entrepreneurs, c'est plus de 3,7 millions aujourd'hui d'entreprises en France. Donc, en fait, des entrepreneurs, il y en a, mais à foison. Et c'est vraiment, encore une fois, de la TPE, donc toute petite entreprise, aux PME, qui sont des gens qui, un, n'ont pas accès aux grosses corporations ou aux grosses boîtes de consulting, ou deux, qui ont besoin avant tout, à mon sens, de se dire,
OK, là, il y a quelqu'un qui me comprend. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand je te disais, un des feedbacks qu'on a le plus à la fin des immersions, c'est de dire, ça m'a fait tellement de bien de partager avec des gens qui me comprennent. Et encore une fois, ce n'est pas que l'équipe en entrepreneurs.com, c'est aussi tous les autres entrepreneurs quand ils échangent ensemble. Donc en fait, rien que ça, en fait, ça peut être un déclic pour eux de se dire, OK, là, il y a quelqu'un qui me comprend, là, il y a quelqu'un qui est déjà passé par là, je peux faire confiance. Et toi, en ayant déjà vécu ce qu'ils ont vécu, tu as probablement un apport beaucoup plus riche que simplement appliquer un modèle. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce mindset de construire notre équipe, comme on le dit, comme un collectif d'entrepreneurs et non pas comme une entreprise qui fait du consulting pour d'autres entreprises. Ça fait maintenant 6 mois que tu es à nos côtés, du coup, Ouais. environ. 6 mois chez nous, c'est comme 2 ans à l'extérieur. C'est très intense. Il y a un moment où il y a eu un wow moment, tu vois, où tu t'es dit, ah ouais, OK, je suis au bon endroit, c'est différent. Si oui, lequel? Oui, il y en a eu plusieurs. Alors c'est marrant, j'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça, justement, avec Sophie, avec ma femme, où je lui disais, en fait, je retrouve un petit peu cette énergie qu'on avait aux États-Unis et que finalement, j'avais un petit peu perdu depuis qu'on est rentré, depuis 5 ans, en France. Parce que, pour plein de raisons différentes, tu vois, il y a un côté un petit peu, comme on dit, slow life peut-être en France, et tu n'as pas cette énergie que tu peux avoir à New York avec tous les gens que tu rencontres en permanence, et tu as systématiquement en fait, des gens incroyables là-bas parce que tu n'as pas le temps de te reposer, tu n'as pas le temps de respirer. Tu es au combat vraiment H24 dans cette ville-là. Et donc, moi, c'est cette énergie-là en fait, que j'ai retrouvée et qui, d'une certaine manière, m'a vraiment reboosté. Parce que, comme je te le disais, j'étais un petit peu en mode cruising, tu vois, effectivement. Et donc, ça a été, en fait, entre guillemets, un truc qui m'alimente, qui me motive et que j'adore, en fait, au quotidien. Ce côté un petit peu, tu vois, vraiment en speed, en adrénaline, avec des gros projets, des grosses ambitions. Enfin, c'est vraiment le modèle, entre guillemets, américain que je retrouve un petit peu aujourd'hui. En termes de wow moment, ça a été plusieurs étapes. Il y a eu la première journée ensemble à Genève, où c'était une chose d'échanger par visio, ainsi de suite, pendant les phases d'interview et puis le démarrage. Et puis, tu étais de passage à Genève. Et puis, on a passé une journée ensemble, de vraiment passer du quality time, comme on dit. Donc ça, c'était vraiment important parce que ça... alors, je vais faire c'est pas un jeu de mots, mais ton côté helvétique. Mais dans helvétique, il y a aussi éthique. Et en fait, moi, c'est vraiment, depuis le départ, c'était le point central. C'est-à-dire que tu me dis, ouais, on a un collectif d'entrepreneurs qui aide des entrepreneurs à leur faire casser les plafonds de verre et on fait de l'hypercroissance avec ça. Fantastique. Par contre, si c'est pas éthique et que c'est du flan, ça m'intéresse pas. Donc ça, c'était vraiment mon deal breaker d'une certaine manière. Et donc cette journée-là, elle m'a vraiment conforté là-dessus. Et après, je dirais, jusqu'à présent, ça a été systématiquement les immersions avec les entrepreneurs. Parce que ils ressortent, ils ont tous un grand sourire, ils ont une énergie de folie. Moi, j'ai encore un petit peu ce symptôme où ce que je partage de temps en temps, quand il y a des talks, sur scène, etc., sur la gestion opérationnelle, les KPI, etc., c'est tellement ancré en moi que j'ai toujours l'impression que tout le monde a cette même vision-là. Donc, du coup, de temps en temps, je me dis même, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens, et ainsi de suite. Et puis, en plus, tu passes de temps en temps derrière, parce qu'on a toujours 1 ou 2 invités guests, pour faire plutôt de l'inspiration, ainsi de suite, des gens un peu médiatiques, etc. Donc, tu arrives derrière en me disant, moi, avec mes slides de KPI et de gestion financière, je vais embêter tout le monde et ça va vraiment pas les intéresser. Et puis, quand tu mets un slide où, voilà, encore une fois, moi, c'est tellement ancré en moi que ça me paraît normal. Je me dis, est-ce qu'il y a vraiment de la valeur là-dessus? Et que là, d'un coup d'un seul, tu as la moitié de la salle qui prend ce téléphone pour prendre en photo le slide. Et là, tu dis, ah ok, en fait, ça, c'est important. Ils comprennent l'importance. S'ils prennent en photo, c'est qu'ils n'en ont pas la connaissance. Enfin, c'est ce côté un petit peu impact. Et en fait, l'impact, tu le vois directement quand tu es en relation avec les entrepreneurs.
Et ce que je trouve juste incroyable, c'est quand on était encore à Dubaï, quoi. Tu es juste un petit peu en dehors de la salle 5 minutes, un petit coffee break, puis il y a quelqu'un qui vient te parler, qui te questionne, tu le questionnes sur son business. Tu ne savais même pas que son business il pouvait exister, et puis tu comprends qu'il a quelques points de blocage, tu commences à le challenger, tu commences à débloquer des choses. Il repart, il est super content parce que tu lui as juste donné 2-3 tips qui font qu'il a l'impression qu'il fait un grand pas en avant, alors que tu sais que tu peux lui en donner encore beaucoup plus. Donc c'est tous ces petits moments, en fait, vraiment, quand il y a l'immersion avec les clients, qui sont toujours, tu parles de wow moments, parce que tu peux vraiment voir instantanément l'impact que tu peux avoir sur leur quotidien. Complètement. On a beaucoup parlé d'entrepreneurs.com. Parlons maintenant d'entrepreneurs. Ouais. Tu parlais de points de blocage. C'est quoi les 3-4 points de blocage que tu as identifiés chez les personnes avec qui tu as pu échanger jusqu'ici dans ces immersions notamment, et qui, je pense, vont toucher également celles et ceux qui nous écoutent parce qu'ils sont certainement directement concernés? Alors, il y a une forme de temps en temps, on parle souvent de plafond de verre. En fait, tout est lié, c'est-à-dire que, comme je le disais au départ, tu as ta zone de génie, par exemple. Donc, tu commences, tu fais 100% de ta zone de génie. Puis, rapidement, tu dois donc recruter, manager, faire la compta, faire la vente, faire le marketing, etc. etc. Donc, ton temps dédié à ce que tu sais faire et là où tu es le meilleur, c'est plus 100%, c'est X% de ton temps. Et en fait, c'est principalement, je pense, la prise de hauteur de quelle est la valeur dans ta journée, dans ta semaine, combien de temps tu passes réellement sur la valeur de ta boîte ou de ton business. Et donc souvent, il n'y a pas forcément cette prise de hauteur parce que tu es pris dans le quotidien, parce que tu vas faire quelque chose en disant « bon, ça va me prendre qu'une demi-heure ou 1 heure, donc tu vas le faire vite fait, etc. » Mais tu ne te rends pas compte que finalement, l'heure ou les 2 heures de la semaine où tu vas faire quelque chose, où tu dis « bon, vas-y, je vais le faire, ça va aller plus vite, pas besoin de l'automatiser, pas besoin d'avoir quelqu'un pour le faire. » Finalement, c'est 2 heures par semaine. Tu vas arriver à 8 heures à la fin du mois. 8 heures à la fin de mois, c'est une journée de travail. En tout cas, une grosse journée de travail. En tout cas, une journée de travail, ouais. Et c'est potentiellement une journée de travail où tu n'as pas vendu. Donc, je dis n'importe quoi. Si, normalement, en une journée de travail, tu arrives à au moins avoir 3 leads en call calling ou un rendez-vous où tu sais que tu vas pouvoir peut-être closer quelqu'un, ça veut dire que potentiellement, à faire ces petites tâches qui ne te prennent pas de temps, à la fin du mois, en fait, si c'était automatisé ou fait par quelqu'un d'autre, ou si tu t'es vraiment focalisé sur ce que tu sais faire, tu as une perte d'opportunité à ce niveau-là. Donc, c'est cette prise de hauteur qui est très difficile. Et encore une fois, un entrepreneur est seul. Donc, lui, son premier truc, ça va être d'être sûr qu'il a suffisamment de cash, qu'il vend suffisamment, qu'il peut payer ses employés, qu'il peut payer Jean-Michel Ursaf, qu'il peut payer ses taxes, ses impôts, qu'il a la meilleure qualité, etc. Donc, c'est tout ça, en fait, qui est dans sa tête, en charge mentale en permanence, qui fait qu'il n'a pas du tout cette prise de hauteur. Et le fait, justement, d'avoir, encore une fois, un accompagnement de personnes qui sont passées par là, qui comprennent et qui ont réussi à sortir de cet état-là, fait que tu apportes une vraie valeur ajoutée à ces entrepreneurs. Donc, encore une fois, leur principal problème, c'est la prise de hauteur, pour identifier réellement quelles sont les tâches à forte valeur ajoutée et comment potentiellement se sortir justement de toutes les autres tâches qui peuvent passer soit par du recrutement, soit par des nouveaux systèmes, plateformes SaaS, des services que tu peux trouver en ligne, ou par des prestataires, etc., qui font que souvent après, et ça je pense que c'est peut-être plus une mentalité un petit peu française ou européenne aussi, c'est le côté si je le fais moi-même, ça ne me coûte rien, alors que si je le fais faire, ça va me coûter, plutôt que de se dire ok, j'ai payé peut-être quelqu'un pour le faire, un prestat, mais pendant que moi je lui ai donné, je sais n'importe quoi, 1 000 €, j'ai peut-être rapporté un contrat à 5 000. Et en fait, il y a plus la notion de se dire je vais devoir sortir 1 000 €, plutôt que de se dire non, je vais sortir 1 000 €, mais je vais surtout aller en chercher 2 000, 3 000, 4 000, peu importe. Donc, c'est un petit peu aussi ce changement de mindset et de paradigme. Ouais, c'est changer de posture, finalement. Tu évoquais le fait que
Et je trouve que c'est une très belle image. C'est des entrepreneurs qui aident des entrepreneurs plutôt que des consultants ou des entrepreneurs qui aident des entreprises. Ouais. Et cet impact sur l'individu, où on le voit, ils évoluent, ils grandissent au fur et à mesure du temps, fait toute la différence parce que ça ne va pas avoir un impact uniquement sur l'entreprise à l'instant T, mais finalement sur leur vie globale d'entrepreneur sur 5, 10, 15, 20 ans et jusqu'à la fin. Tu as évoqué tout à l'heure justement 3 étapes, on va dire, starter, accélérateur, scaling. Ouais. Aujourd'hui, le programme principal, c'est scaling. C'est des entrepreneurs qui veulent donc scaler, qui font en général entre, en moyenne, 200 000 et 5 millions par an, toute industrie différente. On les avait comptés, il y en a des dizaines, des dizaines, des dizaines. C'est quoi les erreurs majeures que la plupart des entrepreneurs font en pensant que c'est la bonne chose lorsqu'ils veulent entrer dans une phase de scaling ou lorsqu'ils sont dans une phase de scaling et qu'ils ne s'en rendent finalement même pas compte? Bah, il y a plusieurs choses. Je pense que la première, c'est que souvent, alors, comme tu dis, il y a plusieurs phases. Si je prends une phase qui était à la base mon expertise en plateforme SaaS, développement web, etc., c'est que au départ, par exemple, tu dois lancer ta plateforme. Donc, tu vas prendre plein de développeurs, tu vas prendre des gars UX, UI, l'expérience, etc. Tu arrives à ton produit fini. Tu vas vouloir scaler, donc du coup, tu vas commencer à vouloir avoir ton équipe marketing, puis ton équipe de vente, etc. Il y a un moment, il faut que tu prennes aussi suffisamment de recul pour regarder si la structure de ta société est en adéquation avec le stage ou le niveau où tu es actuellement. Ça a du sens d'avoir probablement beaucoup de développeurs au départ et pas beaucoup de vendeurs, parce que tu commences à faire ton produit. Et du coup, d'anticiper le fait qu'il y a un moment, tu vas devoir avoir beaucoup de vendeurs et peut-être un peu moins de devs, ou en tout cas des ressources plus pour de la maintenance, évolution de produit, mais pas forcément une armée. Pareil, après, pour la satisfaction client, au début, tu vas peut-être pouvoir le gérer toi-même, mais derrière, après, il y a vraiment des gens qui sont avec cette compétence-là, dans le service client, dans l'accompagnement, dans la fidélisation des clients et ainsi de suite. Et en fait, l'un des problèmes potentiellement, c'est que tu vas garder la même structure en essayant d'intégrer des nouvelles variables qui font que ta structure n'est pas alignée en fait avec ces nouvelles variables. Et donc potentiellement, à un moment, c'est de dire, et c'est des décisions qui peuvent être un peu compliquées, mais c'est de dire, je dois réduire mon nombre de devs. Par contre, je dois augmenter mon équipe commerciale. Je dois aller recruter peut-être quelqu'un au niveau du client qui a une expertise qui fait que je ne prends pas peut-être la personne qui gère aujourd'hui n'importe quoi, 20 clients, parce que je suis sur une phase de scaling, je suis déjà à 80 et je sais que je vais finir à 200, 250. Donc toi, tu vas aller chercher quelqu'un qui n'a pas géré au début et qui a mis un petit peu on va dire du scotch un peu partout pour gérer 10 clients, mais tu vas vouloir aller embaucher la personne qui a déjà au moins fait 200, 300, peut-être 500 clients, ou en tout cas qui a cette expertise-là, de manière à ce qu'en fait, tu bénéficies de leur expérience pour mieux structurer et absorber, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est comment tu absorbes finalement cette croissance. Parce qu'il y a deux sujets, il y a comment tu fais pour grandir en termes de chiffre d'affaires et ainsi de suite, mais donc ça, c'est un peu le facteur X aussi. Il y a un côté alignement, la rencontre entre l'offre et la demande, et ainsi de suite. Mais à partir du moment où ça s'est aligné et que ça commence à grossir, le vrai enjeu, c'est comment tu absorbes ça. Parce que sinon, tu montes en flèche et puis tu te crames et puis c'est fini. Et donc, c'est vraiment d'avoir, à mon sens, cette vision un petit peu macro, encore une fois, de ta boîte et de te poser en disant, OK, est-ce que j'ai les bonnes personnes au bon poste? Est-ce que je suis bien staffé correctement? Est-ce que je suis calibré et aligné par rapport en fait, à tout ce qui va arriver dans les 12 prochains mois? Et en fait, si tu commences à pas vouloir faire de changements majeurs, à pas vouloir prendre peut-être des décisions un peu dures, ou en tout cas garder une structure telle que, en te disant, c'est bon, on va gérer, on va juste rajouter quelques personnes et ainsi de suite, c'est là où tu risques de te planter parce que tu n'es pas du tout dans l'anticipation de cette phase de scaling. Complètement. Tu parles de décisions difficiles, en l'occurrence. Il y a un concept que j'aime bien, que tu évoques souvent, c'est le concept du clean cut, où justement tu prends une décision, elle est tranchée, puis au moins on avance. C'est un concept qui n'est pas forcément familier avec beaucoup de gens. Les gens sont un peu, excuse-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, ils n'osent pas vraiment. Tu peux nous en dire plus sur ce clean cut rapidement?
Bah, ça, typiquement, on parlait de tout à l'heure de la culture américaine. Moi, ce que j'aime, c'est justement ça, et c'est ce côté clean cut, pragmatique, rationnel. Si ça marche pas, généralement, c'est comme un couple, ou t'as deux personnes, deux entités, peu importe. Si ça marche pas pour l'un, généralement, c'est que ça marche pas pour l'autre, ou en tout cas, il y a des raisons qui font que c'est pas le bon match. Il n'y a rien de pire, en fait, que d'essayer de transformer, que d'essayer... si tu sens que ça va pas, bah, soit tu coupes tout de suite, et donc peut-être, je dis n'importe quoi, il y a un problème avec un collaborateur qui est toxique, il est peut-être super bon dev ou je sais pas quoi, mais il te met une ambiance vraiment exécrable dans la boîte, etc. Et tu te dis, bon, je vais lui parler, on va essayer d'eux, etc. Le mal, il est installé, il continue, ça diffuse, etc. Ça va aller un peu mieux, puis ça va revenir. Donc ça restera en fait tout le temps latent. Bah, il y a un moment, c'est de dire, OK, allez, stop, on coupe. On va être sous l'eau pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'on doit retrouver quelqu'un ou je ne sais quoi. Mais finalement, personne n'est irremplaçable. Et 2, surtout, bah, tu t'accommodes un peu de tout. Et puis, bah, si vraiment tu es, dans le dur, bah, tu vas mettre tout ton focus sur le recrutement, trouver la meilleure personne, etc. Mais au moins, tu n'as pas en fait cette diffusion, infusion d'un problème. Et au moins, tu viens tout de suite le couper. Et en vrai, 9 fois sur 10, c'est un bien pour les deux parties. Parce que finalement, une personne qui va être un petit peu, je sais pas, toxique, nocive, etc., dans une équipe, bah, typiquement, c'est quelqu'un qui est pas à sa bonne place. Donc, je dis pas que... et pareil, probablement qu'elle va te dire ah ouais, tu me mets dans l'embarras, ou c'est pas cool de me faire ça, et ainsi de suite. Puis le temps passe, et puis normalement, quand tu regardes derrière, tu sais quand même, enfin, c'était un peu honnête avec toi-même de savoir si effectivement, c'était peut-être pas la meilleure chose qui t'arrive. Mais ce côté clean cut, c'est pareil dans les opportunités, par rapport à tout à l'heure, la différence américaine et française. Moi, ce que j'adore là-bas, c'est que tu peux avoir accès assez rapidement, même dans le business, vraiment à des opportunités énormes. On va te donner ta chance, on va te donner le rendez-vous. Par contre, si au bout d'une demi-heure ou 1 heure, tu as fait ton pitch, le gars il n'est pas convaincu, automatiquement ce sera bah, OK, merci beaucoup, de toute façon ça ne va pas le faire pour cette fois parce que tac, tac, tac. Et au moins c'est plié, et tu ne vas pas perdre ton temps à dire je vais le relancer 20 fois et ainsi de suite. Et en plus, on n'est pas sur un marché énorme aux États-Unis. Et quand je suis rentré en France, je me suis retrouvé en fait, dans des situations où tu as l'impression que tu parles à un baron qui gère vraiment un truc colossal, alors que pour moi, c'était des deals qui étaient 5, 6, voire 10 fois moins gros qu'aux États-Unis. Et toujours avec une forme d'ambiguïté, oui, on doit réfléchir, c'est peut-être pas le bon moment, ou il y a toujours quelque chose qui fait que ça repousse, pour finalement avoir un nom peut-être qui n'est pas justifié. Et donc, en fait, tu perds du temps, de l'énergie. Eux, quand ils se font relancer, ça les saoule parce que du coup, cut. Et au moins, tu rends service à tout le monde. Et voilà. Et c'est comme, une blessure, etc. Bah, à un moment, si tu dois couper, tu coupes, quoi. Tu peux la soigner, c'est mieux. Mais voilà, c'est cette notion de trancher. Dans cet échange, tu as évoqué aussi à plusieurs reprises le plafond de verre. Ouais. C'est un vrai sujet pour bon nombre d'entrepreneurs, quel que soit leur niveau d'ailleurs. Comment on fait pour identifier réellement et concrètement quand on est sous ce plafond de verre et quelle est la cause du plafond de verre? Parce que le plafond de verre, ça reste une conséquence, c'est pas forcément quelque chose qui est imposé, destiné, et on doit y rester. On peut prendre la décision de l'éclater, de le passer, de le dépasser, ou de stagner juste en dessous. Comment on l'identifie et comment on sait que c'est le bon moment pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses et casser ce plateau de stagnation? Bah, en fait, c'est quand on arrive à mesurer et qu'on voit que de toute façon, on peut plus dépasser. Il n'y a que 24 heures dans une journée, il n'y a que 7 jours dans la semaine. Donc, à partir du moment où, en fait, on mesure sa performance, ou en tout cas
ce qu'on fait dans la vie, hein, que ce soit dans le business ou ainsi de suite, quand on a ces éléments de mesure et qu'on voit qu'on est en jauge pleine, voire rouge, donc typiquement un entrepreneur qui va faire 60 heures dans la semaine, qui bosse le week-end et qui prend que 2 semaines de vacances par an parce qu'il est forcé et en vacances, il va quand même regarder son téléphone toute la journée, là, il sait qu'en termes de temps, il ne peut pas faire plus. Donc là, déjà, il est en jauge maximum, il n'y arrive pas. Derrière, ça va être au niveau de tes chiffres. Si tu vois que tu arrives à un plateau et que tu n'arrives pas à dépasser ce 500 000, ce 1 million, ce peu importe, et que tout, par exemple, tes commerciaux, si tu as des commerciaux, ils sont tous un petit peu pareil en termes de maximum, en termes de temps. Donc, quand tu commences à mesurer et que tu vois que en termes de temps, ou c'est principalement le temps d'ailleurs pour un entrepreneur, mais tu es au max, c'est là où en fait tu vas commencer à stagner. Et c'est là où on va parler de plafond de verre ou justement de plateau parce que tu ne peux pas faire plus. Et donc c'est là où c'est ultra dur parce que tu dois en fait faire une remise en question de tout ce que tu as mis en place pour arriver là. Qui fait que tu te dis je peux pas moins bosser parce que sinon je vais baisser. Moi, mon objectif, c'est de continuer de monter. Et en fait, c'est là où l'œil extérieur d'entrepreneurs qui ont l'expérience, qui vont pouvoir tout de suite identifier en te disant mais attends, tu fais encore de la facturation papier, facturation électronique, contrat papier. Donc, contrat papier, à chaque fois, tu envoies le papier, tu l'imprimes, tu le signes, tu le scannes, tu le renvoies, il l'imprime, il le machin, etc. Et après, tu l'envoies par la poste. Vas-y, c'est signature électronique. Enfin, c'est des micro-détails comme ça qui font qu'encore une fois, on a l'impression, quand tu es dans le monde un peu start-up, digital et tout, et encore une fois, la stat, je crois que c'est que tu as 13 000 start-up en France, mais tu as 3,8 millions d'entrepreneurs ou 3,7 millions de PME, TPE. Donc forcément, ce qu'on a l'impression qui est normal dans les 13 000 startups qui sont fondées, qui ont de l'argent, qui ont des investisseurs, qui sont des jeunes actifs versus des entrepreneurs qui ont peut-être 10, 15, 20 ans de boîte avec leur expertise terrain, ils n'ont pas en fait tous ces outils, ces réflexes et ainsi de suite. Donc c'est là en fait, nous, on vient faire un petit peu le bridge avec ça et d'alimenter avec des bonnes practices et des petits outils simples qui font que du jour au lendemain, ils vont découvrir des choses en disant « Ah ouais, ça, je ne savais pas que c'était possible » ou mettre un petit peu d'IA pour faire des devis, ce genre de choses, où on va pouvoir alimenter en fait ces entrepreneurs de manière à ce que là, comme je te le disais tout à l'heure, ils ont en gros 2 axes. Je veux faire plus de chiffres, je veux sortir de l'opérationnel. C'est un peu les 2 raisons pour lesquelles ils viennent nous solliciter. Complètement, ouais. Des petits leviers qui vont faire de grandes différences. Exactement. Et comme tu le dis, ils ont 2 axes. On ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise. Tu es très data-driven également, et on le ressent même dans tes explications. Pour la plupart des entreprises qui nous écoutent et qui n'ont pas mis en place toutes ces choses, quels sont les 2-3 KPI clés à devoir prendre en considération, selon toi, pour avoir, au-delà d'un scale, au-delà d'une grande croissance, juste une entreprise saine? Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui parfois se plantent, ne serait-ce qu'à cause d'un problème de cash, alors qu'elles sont saines à la base, mais elles n'ont pas ces indicateurs clés de performance qui sont élémentaires. Ouais, complètement. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, back to basics, maîtriser tes finances, maîtriser tes chiffres. Ce qui va être le point principal, effectivement, c'est ton oxygène, ton poumon, donc c'est le cash. Donc, même pour une petite société, enfin une pâtisserie ou peu importe, ton oxygène, ton essence, ton carburant, c'est le cash. Donc, savoir gérer son cash, c'est comprendre réellement entre tes encaissements et tes décaissements. Donc, typiquement, si tu te rends compte que systématiquement, tu es payé à 60, 90 jours, comment faire pour potentiellement récupérer cet argent plus vite. Donc, ça peut être des mécanismes qui disent si vous nous payez à 30 jours, vous avez n'importe quoi, 5% de réduction, ou il y a un avantage quelconque, etc. Ou tu peux faire, alors après c'est peut-être quand tu es dans des plus grands groupes, entre guillemets, mais tu peux faire ce qu'on appelle de l'affacturage. Donc c'est typiquement, tu apportes toutes tes créances clients, tu les donnes à un organisme, et eux vont retenir un pourcentage qui va être entre peut-être 5, 6, 7%, mais au moins toi tu as ton cash tout de suite. Ou ça va être au contraire pour tes clients d'augmenter l'acompte ou le dépôt, si toi tu dois avancer des frais par rapport à si tu as un chantier à faire, tu dois amorcer des frais, ainsi de suite. Donc comment tu arrives à vraiment gérer tes finances
de manière à ce que systématiquement, tu aies une vraie visibilité entre le travail que tu fais, les revenus qui sont générés par ce travail et les coûts qui sont en face de ce travail-là. Parce qu'en fait, le pire, c'est la situation où tu vas peut-être prendre plein de cash tout de suite, mais avec plein de coûts après. Et donc, en fait, tu finances ton quotidien avec l'argent du futur. Et puis là, il y a un moment, tu es bloqué parce que pour peu que tu aies un peu de saisonnalité, tu n'anticipes pas ça. Et donc là, tu te retrouves dans le rouge. Donc, c'est vraiment bien maîtriser ses finances en termes de bien comprendre le cash qui rentre, le cash qui sort. Est-ce qu'il y a un time période qui est différent? Si tu as de la saisonnalité, c'est pour ça que c'est ultra important aussi de suivre ces KPI ou ces quelques KPI, comme tu dis, donc suivi de chiffre d'affaires, de marge, au moins le mois, et etc., de manière à traquer cette saisonnalité potentiellement aussi, de savoir, là, je sais que c'est mon pic. Souvent, tu vois, le pic va être fin d'année. Pourquoi? Parce que c'est les budgets. Donc, du coup, c'est là où les gens vont soit négocier pour l'année d'après, soit dépenser les quelques euros ou milliers d'euros qu'ils ont encore en fin d'année parce qu'ils ont un budget alloué, il faut qu'ils le dépensent. C'est là où tu peux avoir les meilleurs deals aussi, parce que de l'autre côté, tu as le vendeur qui veut faire ses objectifs de fin d'année. Donc, du coup, il veut absolument vendre le maximum. Donc, c'est peut-être là où tu vas avoir un leverage de négociation. Donc, encore une fois, la maîtrise de ces chiffres et de son écosystème font que si tu as une vraie visibilité là-dessus, déjà, tu es serein. Il n'y a rien de pire que de prendre des décisions basées sur le cash flow, parce que c'est là où, en général, tu prends les moins bonnes... tu prends des décisions parce que tu es pressurisé par le cash, par un manque de cash, donc tu vas prendre des mauvaises décisions. Donc, vraiment avoir cette visibilité, cette anticipation et la compréhension réellement de tes chiffres entre encaissement, décaissement. Un autre point de douleur, point de blocage de la plupart des entrepreneurs, c'est le recrutement. On sait à quel point ça peut être compliqué de sourcer les talents, de les recruter correctement, de les onboarder, de les former, de les garder et toutes les étapes qui s'en suivent. Avec toutes tes expériences que tu as eues aux États-Unis, en Europe, pardon, tu as pu à chaque fois construire des équipes performantes. S'il y a un truc que tu as retenu ou quelques éléments que tu as envie de partager à l'égard de comment recruter des talents, comment les garder, comment les former, comment les incentiver pour les rendre performants au maximum, c'est quoi? Ça va dépendre du poste. Il y a des postes où vraiment ce qu'on appelle les hardcore skills, donc c'est vraiment l'expertise est primordiale. Donc développeur, typiquement, si tu cherches un développeur en IA ou autre, neurochirurgien, je ne sais quoi, là, c'est vraiment le skills principal, c'est leur expertise. Donc ça, c'est ultra important de vraiment bien cibler, de bien vérifier, entre guillemets, les références, ce qu'ils ont pu faire, et ainsi de suite. Pour beaucoup d'autres postes, c'est la personnalité. Pour moi, en fait, faire monter quelqu'un en compétence, c'est de l'apprentissage, c'est de la formation, c'est du mentorat, c'est de l'accompagnement. Ça, c'est faisable. En revanche, changer la personnalité de la personne, c'est ultra difficile. Donc le mindset, la personnalité de base va être pour moi vraiment un moteur essentiel, ou en tout cas un critère essentiel sur beaucoup de postes. Alors bien sûr, si en plus tu as l'expertise qui va avec, l'expérience et ainsi de suite, mais en vrai, tu as envie de travailler avec des gens avec qui tu as un bon fit humain. Et encore une fois, une équipe dev, tu n'auras peut-être pas de bon fit humain, mais c'est pas ce qui te... leur expertise est tellement forte que c'est ça qui prime vraiment sur la personnalité. En revanche, personnalité, motivation, ça, c'est vraiment des critères qui sont essentiels pour moi, parce que c'est ce qui va faire la cohésion d'équipe, c'est ce qui va faire que l'équipe, elle s'entend bien, c'est ce qui fait que tu es aligné aussi, parce qu'encore une fois, tu ne peux pas avoir celui qui, comme on dit, qui se bute au travail, et puis celui qui pense à son cours de sport à 17h. Il y a un alignement qui doit être fait, et en même temps, c'est une alchimie, c'est-à-dire que si on prend, ne serait-ce que nous dans l'équipe,
directs, donc les Anis, Axel, Boris, Océane, etc., chacun est vraiment différent. Il n'y en a aucun des 4-5 qui a la même personnalité. Donc, c'est des personnalités différentes, mais qui vont avoir vraiment cette même alignement, motivation, et qui fait que voilà, ça fait une alchimie. Parce que le pire aussi, c'est d'avoir 5 profils exactement identiques, parce qu'effectivement, il n'y aura pas de complémentarité. Donc finalement, outre la partie fiche de poste, scorecard, etc., qui est très pragmatique, il y a vraiment cette dimension finalement dire subjective, mais en tout cas liée à l'attitude et au profil qui est à prendre en considération à chaque fois. Complètement. Et encore une fois, tu passes potentiellement… Le culture fit, finalement, le culture fit. Exactement. Et puis tu passes 8-10 heures par jour avec ces personnes-là. Donc, je veux dire, tu es quand même obligé d'être aligné, de partager les mêmes… les mêmes ambitions, le même objectif et d'avoir effectivement ces certaines valeurs. Encore une fois, tu peux être avec cette notion d'ultra-performance, mais en étant, entre guillemets, couleur rouge à fond dans le feu, je parle fort, je suis présent, tout le monde me voit, etc. Et en même temps, tu peux être aussi être plus sur un poste, je ne sais pas, CFO, parce que c'est un peu le cliché, mais c'est peut-être plus ça, où tu es dans l'ultra-performance, tu vas être vraiment dans le micro-détail, ton truc, il est juste parfait, il est carré, même si tu ne vas pas danser sur la table ou prendre le micro à une immersion pour faire l'imitation de la bouteille de Coca. Merci Fabrice pour cet échange. Merci à toi. Très riche, très vaste. J'ai une dernière question à te poser, mais avant ça, celles et ceux qui nous ont écoutés, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, eh bien faites-le nous savoir comme à chaque fois en partageant cette vidéo, en la likant, en la commentant également. Et si vous étiez sur une plateforme de streaming, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée sur laquelle vous nous écoutiez. Fabrice, est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence pour toi, que tu n'as peut-être jamais partagé, pas évoqué aujourd'hui, peut-être jamais dans aucune interview? Ça peut être une simple phrase, une anecdote, une citation, une situation, quelque chose de positif, moins positif, peu importe. Mais tu as carte blanche pour le mot de la fin. Je pourrais en prendre 2. Désolé, il y en a, mais parce qu'il y en a un qui était vraiment… c'est pour que ça parle un petit peu à certains entrepreneurs. On a été à New York, pâtisserie. On s'est rendu compte qu'un promoteur immobilier était en train de racheter le building. Ils essayaient de nous mettre dehors coûte que coûte. Et dans ces cas-là, ce n'est pas avec les meilleures méthodes. Procès, quelqu'un dans la pâtisserie qui était en train de voler, de mettre un bordel pas possible, etc. Tu viens d'avoir ton 2e enfant, tu as investi ton temps, ton argent. Et là, tu es en mode vraiment, mais breakdown. Tu as ta femme qui est très, très, très mal. Et on est à la maison, on est sur le canapé. Tu as un des enfants qui dort sur le canapé, l'autre qui a quelques mois. Et tu sais que tu es genre dans le rouge le plus total. C'est vraiment, mais c'était l'année 2014. Tu as tout qui tombe, qui va mal. Même des histoires très, très tristes. Bref, de perte d'enfants, d'amis, etc. Enfin, vraiment, tu es dans le rouge. Et là, tu te dis, bah, en fait, ce qui compte, c'est juste ça, quoi. Tu as la famille, tu es ensemble, tout le monde est en bonne santé, on est dans la mouise la plus totale, mais c'est ça qui va faire notre force. On est ensemble et on va remonter. Et j'ai vraiment cette image où je me revois, vraiment, c'est l'appartement à New York où on se prend mais des sauts en permanence, on est vraiment, mais genre complètement éreinté, que ce soit business, etc., rouge total. Et là, tu te dis, OK, je te le dis de temps en temps, family first, c'est ton ciment, c'est ta cohésion, c'est ce qui fait que voilà, tu te lèves le matin et tu vas te battre pour ça. Et c'était un petit peu voilà, ce moment où, c'est OK, là on peut pas aller plus bas en termes d'emmerde. Donc maintenant, on peut que remonter. Et c'est ce qu'on a fait au fur et à mesure. Donc c'était superbe. Et l'autre point qui est un peu lié, mais donc moi, comme j'étais vraiment aux États-Unis, on va dire mes références étaient plus américaines.
Et donc, il y a le fameux Gary Vaynerchuk que j'adore, qui a toujours des punchlines incroyables. Et c'est quand il dit, en fait, si on le traduit vite fait, mais tu veux faire quelque chose, bon, déjà, arrête d'acheter des trucs de merde dont tu n'as pas besoin, juste pour impressionner des personnes que tu n'aimes même pas. Et en fait, ça résume assez bien aussi un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec les réseaux, ainsi de suite, où il y a beaucoup de wannabe, j'essaye de montrer que, etc. Et ce côté, en fait, un petit peu éthique, va bosser, va faire ton chemin, et tu verras, ça va arriver, plutôt que fake it et essaye d'impressionner des gens avec qui tu n'as même pas de valeur. Merci Voilà. Fabrice. Merci à toi. Merci Alec.